Les impérialistes veulent garder le Burkina Faso en esclavage. Telle est la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, chef de l'État. Ibrahim Traoré a donc fait cette sortie le 11 décembre dernier, jour de la proclamation de la République. Le président burkinabé s'est adressé à la nation dans ses principales déclarations. Il le dit: nous avons été victimes de nos richesses que les impérialistes veulent récupérer à tout prix pour nous maintenir en esclavage. Nous les protégerons. L'État fera des efforts pour créer une armée forte et l'équiper correctement. Ibrahim Traoré a également souligné: nous sommes un peuple fier, belliqueux et digne, et nous continuerons sur cette voie. Ceux qui rêvent de mettre le Burkina Faso à genoux et de nous ramener en esclavage doivent comprendre qu'ils ont échoué. Tels sont les points phares de cette déclaration que tout à l'heure nous allons d'ailleurs écouter, et c'est sur cette base d'ailleurs que nos invités également vont commenter et analyser autour des enjeux, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel, du moins la thématique principale de ce matin. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de votre matinale For You Matin sur For You Media Africa. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore. Alors, vous l'avez compris, on va parler de cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré. Comme on l'a dit, on prendra un extrait justement tout à l'heure avec le concours de la réalisation. Mais avant, chers téléspectateurs, téléauditeurs et auditeurs, nous allons également commenter une actualité majeure. On parle de cette réunion d'urgence des chefs d'État de la CEMAC qui est donc annoncée du côté de Yaoundé au Cameroun le 16 décembre prochain. Eh bien, on parle de la situation macroéconomique des 6 pays de la CEMAC qui semble en tout cas être au rouge. Alors, avec un surendettement prononcé d'après les informations, un de ces États, à savoir le Congo-Brazzaville, est en quasi-cessation de paiement. Ça également, il faut le dire, les fonctionnaires ne sont plus payés régulièrement et accumulent des aérés de salaire. Pour le cas de la Guinée équatoriale aussi, en pleine récession, les autres États sont aussi très endettés. Parmi les mesures envisageables, il y a donc le risque de dévaluation du franc CFA d'Afrique centrale, mais la dévaluation n'est pas la seule mesure qui est souvent envisagée en pareille circonstance. Avec nos invités, nous allons revenir également là-dessus, les enjeux autour de cette réunion d'urgence des chefs d'État de la CEMAC. Voilà, mesdames et messieurs, le menu principal de ce matin. Très rapidement, les invités, on va les présenter. Albert Anatole Aïssi, dans le cadre de cette édition, bonjour. Bonjour Madame Siké, j'ai dit bonjour à mon co-panéliste. Je salue l'Afrique, je salue le monde. Je n'oublie pas les techniciens ainsi que l'automanagement qui nous a donné l'opportunité d'avoir cette tribune matinale. Je salue les Africains de Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, bref, ceux qui sont du côté de l'océan Indien. Ils ont mon salut ce matin. Je n'oublie pas Haïti, où il se passe des choses que vous savez. C'était attendu et ils l'ont fait. Madame Siké, c'était attendu, ils l'ont fait une fois de plus. La justice française, je parle de la Cour d'appel de Paris, vient de prononcer un non-lieu au profit de l'armée française relativement aux événements, n'est-ce pas, de 1994 du côté du Rwanda, dans la région de Bicécéro. Et justement, il y a un rapport qui avait clairement indiqué que l'armée française aurait pu sauver des vies, aurait pu faire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait, ce qui l'a rendu complice, j'ai envie de dire complaisant, n'est-ce pas, de ce grand massacre de masse, justement, qui a été planifié d'ailleurs depuis Paris. Nous sommes donc surpris, enfin, ce n'est pas une surprise, c'est pas une surprise, donc, nous sommes outrés une fois de plus, de savoir que ce sont les criminels
qui jugent des criminels, qui jugent leurs actes et qui déclarent justement qu'ils ne sont coupables de rien, ni responsables de quoi que ce soit. Ce qui, une fois de plus, nous oblige à voir nos institutions judiciaires pour justement juger les criminels d'ici comme d'ailleurs. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci pour ce coup de gueule, Albert Anatola, ici. Ce matin, Dr Yom Timba également sur ce plateau de For You Matin. Bonjour. Bonjour Madame Siké, bonjour à AAA et bonjour à ceux qui nous font l'honneur de nous écouter et de nous regarder ce matin. Voilà, chers téléspectateurs, vous savez également que tout à l'heure, vous pourrez appeler pour participer et donner votre point de vue sur les thématiques voilà, de ce matin. On parlait donc nous annoncions cette réunion d'urgence des chefs d'État de la CEMAC. On parle d'une augmentation de la pression fiscale avec l'élargissement de l'assiette et l'introduction de nouveaux impôts qui serait également un mauvais signe de la santé économique chancelante de la CEMAC, y compris justement du Cameroun qui va accueillir ses chefs d'État. La réunion de même nature en décembre 2016, comme nous le rappelle notre journaliste de For You Media Africa, Gauthier, qui avait déjà permis d'éviter de justesse la dévaluation du franc CFA d'Afrique centrale, comme l'exigeaient les bailleurs de fonds. Alors, si le directeur Afrique du FMI et le ministre des Finances de la France et aussi un plénipotentiaire de la BCE venaient donc à être, justement, prendre part à cette réunion des chefs d'État de la CEMAC, eh bien, c'est que certainement, selon les analystes, la dévaluation pourra être à l'ordre du jour. En tout cas, est-ce que ce sera le cas? Est-ce que c'est une possibilité? À quoi devrait-on s'attendre au sorti de cette rencontre des chefs d'État de la CEMAC? Dr Yom Timba, une situation assez complexe sur le plan économique. D'ailleurs, au Cameroun, on le ressent tout de même à travers diverses mesures qui sont prises, entre autres. On comprend le caractère urgent de cette rencontre. Écoutez, Madame Siké, je discutais ce matin avec un certain nombre de responsables de différents pays, responsables des questions économiques de différents pays de la CEMAC, et ces gens sont particulièrement remontés contre leurs dirigeants, leurs chefs d'État, parce que ce soit au plus haut niveau de l'État en matière économique ou que ce soit de façon, si vous voulez, à travers des émissions comme celle-ci, on a cessé d'attirer l'attention des chefs d'État sur la situation précaire. Je me souviens encore que l'année dernière, nous avons eu une émission ici au cours de laquelle on leur présentait la situation, on leur disait nous sommes en pleine régression. Le problème, c'est que vous avez des notes de conjoncture de la BEAC qui leur disent que tout va bien. La BEAC n'a pas le courage de leur dire qu'on est en récession. La BEAC leur dit non, ça va aller, ça va aller. Et vous avez des rapports de la BEAC comme celui de juin, où ils pensent qu'ils ont fait un rapport, mais vous voyez essentiellement les données du FMI. Vous n'avez aucune donnée sur l'industrie, vous n'avez aucune donnée sur l'investissement réel. Vous avez du bavardage sur le nombre de, comment ils appellent ça, la couverture des importations. Oui, on a 6 mois, 4 mois, 2 mois, machin, tout ça là. Vous n'avez rien sur les risques systémiques. D'ailleurs, ce n'est pas étrange parce que de toute manière, le rôle de la BEAC n'est pas de pousser au développement de l'Afrique centrale. Et donc, en fait, vous lisez tout cela et vous vous dites, mais ce complot est terrible. Et surtout qu'il y a des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire des milliers de hauts fonctionnaires de nos propres pays, qui semblent ne pas regarder là où il faut regarder, alors qu'ils sont censés savoir où il faut regarder. Ils ne regardent pas là-bas, ils racontent des balivernes dans un long document de 46 pages. Vous vous demandez, mais ces gens-là, ils sont assis là-bas, ils font quoi exactement? Est-ce que quand ils sortent de leur bureau, à Yaoundé, dans les capitales, mais particulièrement à la BEAC centrale, est-ce qu'ils regardent même ce qui se passe à côté? Le pire, c'est qu'à côté de la BEAC, vous avez une sorte de gare routière où on porte des étudiants qui doivent aller à l'université de Yaoundé 2 et on les parque dans des voitures comme des sardines.
Et vous vous demandez, est-ce que le gouverneur de la BEAC voit ça? Quand vous lisez les rapports qu'il a signés et qu'il dit être le rapport, il dit que c'est ça la note de conjoncture, c'est ça les éléments qui nous disent quel est l'état de l'économie de la CEMAC. Et puis il y a deux ou trois choses que je vais aligner rapidement. La première, quand vous lisez ce que disent les chefs d'État eux-mêmes, parce que là ils ont une autre réunion d'urgence qui se tiendra encore le 16 décembre, rappelant celle du 16 décembre d'il y a 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans, ils ont fait quoi? Rien du tout. Ils ont des projets intégrateurs. D'abord, vous ne pouvez pas... Il est incohérent et inefficace de vouloir gérer la CEMAC alors que la CEMAC est une création superficielle. De vouloir la gérer comme si vous aviez des projets communs alors que c'est des États différents. Et qu'au fond, en dehors du franc CFA et du français, rien sur le plan économique n'unit ces États. Il n'y a rien. Les gens vont vous dire, mais non, mais il y a quand même le corridor Douala-N'Djamena, le corridor Douala-Bangui. Il y a quand même des projets mais ils font rien. Est-ce que c'est ça qui est fondamental? Ils font rien de fondamental. C'est-à-dire que vous avez une entité artificielle qui n'a rien qui lui permet de vivre de manière intégrée. Alors ils vont vous présenter des projets intégrateurs, ils vont vous dire comment ils vont construire des routes de l'Olabé en Guinée équatoriale, ils ont les universités inter-États qui existent, ils ont le projet d'électrification. Mais vous sentez qu'il n'y a rien comme industrie dans leur projet intégrateur. Mais vous ne créez aucune richesse. Comment vous faites pour intégrer des petits pays? Mais qu'est-ce qui explique cela, Dr Yom-Timba, lorsqu'on sait qu'il y a, dans ces réunions, il y a quand même la présence, l'apport, on va le dire comme ça, la participation des bailleurs de fonds, entre autres, qui prennent part, justement, ça, c'est la première grosse erreur. Qu'est-ce que ces gens viennent faire là? Le FMI, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, etc., ils viennent chercher quoi dans nos affaires? Quand l'Europe se réunit, on invite les gens, les Africains. Ces gens-là viennent chercher quoi? Nous, on a des réunions au cours desquelles il faut discuter de la projection de la puissance et de la capacité économique dans notre région, de projeter le bien-être de nos populations. Et ces gens-là viennent s'asseoir. Mais l'Afrique centrale a un gros problème. C'est-à-dire que vous êtes là, il n'y a pas à manger. Ils disent qu'il y a des problèmes d'approvisionnement alimentaire en Afrique centrale. Vous savez ce qu'ils font en ce moment au Cameroun? Ils sont venus s'asseoir avec la CEAC pour parler du riz. Le riz rentre dans nos traditions alimentaires. Une incapacité totale à structurer, à formuler le développement de nos pays. C'est que l'histoire, ça. Vous dites que les gens n'arrivent pas à manger en Afrique centrale et vous venez parler du riz. Le riz, c'est nos traditions alimentaires. Le riz, c'est 4 mois. Le mil et le sorgho, c'est 4 mois. Pourquoi vous ne donnez pas la préférence au mil et au sorgho? Pourquoi? Il y a 600 millions en Afrique, 600 millions de gens le long du Sahel, dont c'est des aliments traditionnels. Pourquoi vous ne donnez pas la priorité à ça? Pourquoi vous venez nous parler du riz? Donc, vous avez des gens qui perdent le temps, c'est-à-dire qu'ils bouffent nos ressources pour rien. Tous ces gens-là qu'on a mis en mission pour me parler du riz, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Donc, je vous disais, vous avez une entité artificielle qu'ils appellent la CEMAC. Ce n'est pas un État. Que les gens veulent quand même gérer comme un État. On va faire les routes qui relient l'Olabé au Cameroun à une ville du Nord, le Kiossi de Guinée équatoriale. Vous voulez gérer ça? Ça, c'est le projet d'un État. Vous voulez gérer ça comme un État, mais ce n'est pas un État. Donc, pour le moindre projet, les gens vont faire 1 million, tenir 1 million de réunions, il n'en sortira pas grand-chose. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes la dernière région du monde. La dernière, la plus pauvre. Pourtant, le seul Centrafrique a des réserves en or de 15 000 milliards de dollars. Je n'ose pas parler des 800 millions de carats de diamants du Cameroun, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, vous avez ce problème-là. Et vous avez le fait que, je prends la masse monétaire. En Chine, vous avez 248% de masse monétaire par rapport au PIB. Cette année, je ne parle pas des histoires de l'année d'avant, je vous donne le montant exact. Parce que chaque fois qu'on dit ça ici, les gens sont là à dire qu'ils racontent trop d'histoires. Allez vérifier auprès de la Banque centrale de Chine. Ils ont exactement 309 479 milliards de yuan de masse monétaire. Leur PIB est de 124 754 milliards de yuan. Ça veut dire qu'ils ont 248% de masse monétaire. L'Union européenne, c'est 17 000 milliards d'euros de PIB. Ils ont 17 000 milliards d'euros de masse monétaire. En Afrique centrale, vous savez ce que nous avons, madame?
64 440 milliards de PIB. Là, je prends ces chiffres de l'année dernière. Là. 64 444 milliards de PIB. Et nous avons 19 272 milliards de masse monétaire. Vous allez investir comment avec ça? Pour l'essentiel, une bonne partie, c'est des quasi-monnaies, des choses que vous ne pouvez pas... C'est-à-dire, vous avez la monnaie structurelle, fiduciaire, les trois types de monnaies, mais vous ne pouvez pas les mobiliser de la même façon. Donc, vous êtes bloqué. En fait, vous êtes une région complètement bloquée. Et les gens sont assis là depuis 8 ans. Ils ont fait quoi? Vous ne comprenez pas. Ça, là, on en parlait il y a 10 ans, vous le savez. Oui. Les mêmes choses. Comment on peut être en Afrique centrale comme si, en fait, tout le monde dort, tout va bien, on est au paradis. Pourtant, les gens meurent tous les jours. Les gens souffrent. Et vous avez quand même des types qui s'appellent des chefs d'État. Regardez-moi le genre de projets que les gens vous disent être des projets intégrateurs. Quand vous prenez dans leurs fameux documents qu'ils ont émis, vous le trouverez sur leur site internet. Vous regardez, ils ont les axes. Ils vous disent, oui, on va faciliter le transport et les échanges. Ensuite, on va faire la production et l'interconnexion des réseaux électriques et de communication. Et en 3, les marchés communs, la diversification économique, l'univers. Et en 4, le capital humain. Où est l'industrie? Où est la monnaie? Donc, il n'y aura aucun impact sur la situation économique? Rien du tout. On ne crée rien. On ne crée rien du tout. On fabrique rien. On ne crée rien. Rien du tout. Mais l'objectif, Dr Yontimba, d'une telle réunion, d'une telle rencontre, c'est améliorer effectivement la santé économique de Mais non, les gars veulent... Non, excusez-moi l'expression, les gens veulent sauver leurs fesses. C'est tout. Parce que telle que la situation... Souvenez-vous, j'ai fait une émission aussi il y a quelques jours avec vous. Je vous disais, faites attention. Nos chefs d'État... il manque de sérieux. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est pour éviter que les opinions publiques se connectent parce que ça crée un risque de soulèvement. Imaginez le soulèvement de toutes les opinions publiques de la CEMAC. C'est ça qu'ils craignent. Là, ils se rendent compte que c'est grave. Ils sont là, ils ergotent. Certains disent non, moi j'ai 40% d'endettement sur mon PIB. Mais vous avez 40% d'endettement sur mon PIB. La marge donnée par la BEAC, c'est 70%. Mais vous avez ces 40% sur votre PIB. Sauf que quand on prend l'endettement, la dette intérieure, votre dette intérieure représente à peu près l'équivalent de votre budget, ou dépasse même votre budget. Bon, alors, donc vous racontez quoi là? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez manipuler les gens en donnant des chiffres comme s'il n'y a personne pour comprendre que vous racontez des histoires? Vous avez des taux d'inflation de l'ordre de 7-8%, des taux de croissance qui sont à peine à 1,7%. Une récession terrible. Parce que l'inflation, il faut bien expliquer à nos téléspectateurs, l'inflation, ce n'est pas que les prix augmentent. L'inflation, c'est que la monnaie perd de sa valeur. Ça ne change pas. C'est toujours une bouteille d'eau. Mais si vous devez acheter ça à 1 franc, il arrive à un moment donné où la quantité de monnaie, donc votre franc ne peut plus acheter ça. Donc ça perd de la valeur et ça peut être 2 francs, 3 francs. C'est pour ça qu'on parle de dévaluation. Et c'est pour ça justement qu'il parle de dévaluation, une catastrophe. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui n'ont aucune solution et ils ont peur de quelque chose qui n'a rien produit. Parce qu'on est en train de parler là comme s'il n'y a jamais eu de dévaluation de franc CFA. Quand il y en a eu en 93, ça nous a apporté quoi? Ça a détruit le tissu économique. Vous étiez à Douala, moi j'étais ici à Douala. Dépression, des familles divisées, des suicides en cascade, un exode terrible. C'est à partir de là que les Camerounais ont commencé à partir nombreux du Cameroun. Alors, moi, je ne sais pas de quoi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont là, vous parlez tous les jours. Évidemment, comme vous n'êtes pas avec eux dans leurs histoires où ils soutiennent les ojulatismes et puis la France-Afrique. Ils n'écoutent personne. On leur a déjà dit 1 million de fois, sortez du franc CFA. De toutes les manières, même si la France utilise sa dissuasion nucléaire pour bombarder quelques villes, elle ne va pas détruire, elle ne va pas raser la CEMAC. Elle ne peut pas raser la CEMAC parce que nous sommes en train de sortir. Quand les gens de l'Afrique de l'Ouest sont sortis, on a rasé l'Afrique de l'Ouest. Pas du tout. Et puis, dernière chose que je voulais soulever, madame, c'est-à-dire que vous avez le sentiment assez incroyable. Vous avez le commerce intra-africain. Oui. Parce que les gens ne produisent rien. Les échanges à l'intérieur de la CEMAC, c'est 4% du commerce. 4%. En Asie du Sud-Est, c'est 68%. En Asie du Sud-Est, c'est 59%. Dans l'Union européenne, c'est 70%. Ici... Même pas 10%. Mais vous ne pouvez rien échapper, vous ne fabriquez rien. En fait, s'il y a une boulangerie quelque part, il y en a de l'autre côté. Il y a une brasserie quelque part, il y en a de l'autre côté. Nous exportons le pétrole, vous exportez le pétrole. On ne se vend rien du tout.
Or, la création de la richesse, c'est le fait que vous échangez avec vos voisins. Complémentarité. C'est ça que vous devez faire. Ce n'est pas en allant au loin, c'est pas au loin qu'on trouve la richesse. On trouve la richesse d'abord ici. C'est pour ça que vous voyez la Chine défendre bec et ongle l'Asie du Sud-Est. Ils créent de nouvelles îles, ils essaient de protéger leur marché parce que c'est d'abord là qu'ils font de la richesse. Et vous voyez, madame, cette réunion des chefs d'État, c'est-à-dire que les choses dont les gens, vous voyez que elle est annoncée, la plupart ont fait leur loi de finances. Bon, vous dites qu'il y a dans certains pays, il y a des arriérés de salaire. Oui, oui. Ils ont fait des lois de finances dans lesquelles on va aller chercher l'argent dans les poches des citoyens. Des pauvres. Des pauvres. Sincèrement, quand vous prenez les pauvres de la... C'est-à-dire que vous êtes les gens les plus pauvres du monde. Et des chefs d'État, des députés, des sénateurs, des ministres, des hauts fonctionnaires, des hommes politiques s'asseyent. Et tous leurs amis du FMI et de la Banque mondiale et de l'Union européenne qui leur donnent des conseils, tous ces cerveaux-là se sont assis et ont pensé qu'il faut aller chercher l'argent dans les poches des gens les plus pauvres du monde. Quelque chose qui cloche dans nos pays. Or, vous avez des niches dans lesquelles on leur dit, je sors par là, je pense seulement 3. Parce que si vous prenez mon livre Porte-Bokibon, il y en a au moins une trentaine où on peut avoir de l'argent. Et on n'a pas besoin d'être dans le franc CFA, on peut sortir de là. Au lieu de créer les problèmes avec les citoyens, de vous créer les problèmes avec les citoyens, vous aurez pu créer un fonds de renforcement des patrimoines financiers des citoyens où chacun met 5% de son salaire tous les mois. Ce n'est pas l'argent de l'État, c'est un placement, donc c'est pour produire leur argent. Mais ce fonds-là ne finance que les activités productrices, mais peut financer l'État, peut également financer les entreprises privées. Et à la fin de l'année, les gens ont mis leur salaire, ils ont leurs dividendes. L'État peut placer l'argent aussi, les entreprises, tout ce qu'ils veulent, et il faut intéresser nos diasporas. Au lieu d'être tout le temps en train de crier sur notre diaspora, comme si c'est elle qui fait que les choses ne marchent pas dans nos pays ici. Créer des espaces dans lesquels elle se sent impliquée. Deuxième créneau pour qu'on ait de l'argent et qui va nous permettre d'ailleurs, par exemple, le fonds là. Si les simulations que nous avons faites pour le Cameroun, cette année, on aurait pu lever 30 000 milliards de francs CFA. 30 000 milliards de francs CFA, c'est la moitié du budget de toute la CEMAC. C'est supérieur au PIB du Cameroun, qui n'était que de 26 milliards, 27 000 milliards à peu près. On aurait pu lever, c'est seulement ça. Or, vous voyez que c'est une action de paix. C'est-à-dire que le peuple se sent copropriétaire du pays et il décide et vous lui faites gagner de l'argent. Ils appellent c'est dans leur jargon le développement participatif. Donc quelque chose comme ça. Mais après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez avoir une deuxième niche. Quand les colons sont arrivés ici, quelle est la première chose qu'ils ont prise? C'est les terres. Donc nos États n'ont conquis aucune terre, nos États n'ont acheté aucune terre. La terre appartient aux nations historiques. Si vous prenez une carte comme celle de 1913, la Moiselle, au Cameroun, on sait à qui appartenait quelle terre. Donc, tous les gens qui sont là, toutes les entreprises qui sont installées, les gens ont les barrages, ils ont les mines, ils ont les machins, les propriétaires de cette terre devaient avoir 20% au moins du capital. Parce que leur terre, c'est leur apport en capital. C'est un apport en nature. Mais sans cet apport en nature, vous allez mettre votre barrage où? Vous allez mettre votre mine où? Vous allez construire vos relais de télécommunication où? Il faut que ce soit sur la terre. Donc, ces gens ont 20%. Et le fait que ces gens ont 20%, d'après nos estimations, on aurait pu collecter au Cameroun autour de 1000 milliards. Et là encore, on crée un fonds. Les communautés, les nations historiques, là, on leur laisse 35%. Et il y a 65% qui sont dans un fonds qui permet donc de financer, mais là, exclusivement, les projets productifs de biens et de services de l'État. On aurait pu avoir 1000 milliards au Cameroun l'année dernière. Seulement avec ce fonds-là. Et vous voyez que c'est une action de paix. Parce que si vous faites ça, vous ne pouvez plus avoir la guerre dans le nord ou le sud-ouest, puisque ces gens-là, ils vont protéger leur patrimoine. Vous voyez que dans les deux cas, vous sortez le peuple de la misère. Et puis, troisième chose, la dernière que je voudrais dire maintenant, là, nous avons des réserves. Les chefs d'État ont peur qu'il y a quelqu'un de la Banque centrale européenne qui vienne, qu'il y ait quelqu'un de la Banque de France, qu'il y ait les gens du FMI. Mais nous avons des réserves au Trésor de France qui sont de à peu près 8 milliards d'euros, qui ont permis à la France en 2024 d'emprunter 80 milliards d'euros sur le marché international. 80 milliards d'euros, c'est 80% du PIB de la CEMAC. Pourquoi on n'a pas utilisé ça
pour lever les fonds et financer le développement chez nous. Et là, ce n'est que 50%. Les autres 50% sont où? Quand vous regardez les documents de la BEA, vous n'avez aucune idée de là où ça se trouve. Donc, nous aurions pu lever jusqu'à, si on décide de... Si on avait même seulement les 16 milliards, là, c'est-à-dire qu'on les a, même si on n'emprunte rien, ça fait 16 milliards d'euros. Les 16 milliards d'euros, là, vous imaginez l'impact sur tout ce qu'on aurait pu faire chez nous? Alors, comment se fait-il que les gens sont là à créer une telle situation? Et là, tout d'un coup, ils ont peur. Ils commencent à vouloir que le peuple prenne fait et cause pour eux. Non, il ne faut pas que le FMI vienne. Il ne faut pas qu'il y ait la dévaluation. Ils commencent à faire peur au peuple. Vous voulez faire peur au peuple alors que vous êtes des incapables. Vous ne pouvez pas gérer vos pays. Vous ne pouvez pas gérer la sous-région. Il y a une dernière solution qui est la solution qui va mettre fin à tout ce tralala-là. Il faut qu'on crée les États-Unis d'Afrique centrale. Vraiment, les 10 000 élus panafricanistes, ceux qui veulent s'y engager, il faudrait que vous vous assurez que c'est un objectif à très court terme, parce que sinon, les 100 millions d'habitants de cette sous-région, quand ils vont se soulever, je ne donne pas cher de la peau de leur patron. Un. Et puis deux, je crois que ce sera terriblement incontrôlable, parce que depuis Carino, les massacres, la révolution au Cameroun, tout ça, là, les gens vont vouloir peut-être se venger. Faites attention à ce qui arrive. Et je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle pour l'Occident qui veut se mêler de nos affaires et venir créer le désordre que nous avons vu dans les années 90 ici. Réglons ce problème. Changeons de gens qui sont au pouvoir. Sortons du franc CFA. Appliquons les théories économiques de nos propres penseurs. Laissons les histoires des Keynes, etc. qui viennent d'ailleurs. Appliquons nos choses et avançons. Est-ce qu'on court tout droit vers une dévaluation? Voilà, entre autres interrogations également ce matin. On rappelle que la CEMAC est constituée donc des pays tels que le Cameroun qui va accueillir cette rencontre, le Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad. Albert Anatola ici. Aujourd'hui, quels sont les risques et surtout, bien sûr, les enjeux autour d'une telle rencontre? Après l'analyse du docteur Yamtimba, certains estiment également qu'il est difficile avec des pays tels que, par exemple, la République centrafricaine, qui traverse une période assez difficile sur le plan sécuritaire, peut-être d'être assez exigeant envers un pays qui traverse des situations difficiles, mais ce qu'on sait, ce qu'on retient et ce qu'on voit, en tout cas, ce qui pourrait se passer la semaine prochaine, c'est que voilà, des mesures soient prises, mais ces mesures pourraient ne pas résoudre la situation, en tout cas la santé économique de l'Afrique centrale. Le dernier sommet ordinaire, je crois, de la CEMAC s'est tenu en mars 2023. Il s'est achevé sur une note de satisfaction générale, presque générale, quasi générale, je veux dire. C'était organisé, je crois, à l'initiative du président Biya. C'était à Yaoundé. Effectivement. Et c'est un nombre de choses qui ont été annoncées. Je ne peux pas y revenir, puisqu'il me les a abondamment citées. Oui. Il y en a que nous attendons. Par exemple, le fameux passeport CEMAC, qui devrait consacrer annoncé, effectivement, la libre circulation des personnes et des biens, qui reste toujours un serpent de mer. Alors que c'est une réalité du côté de la CEDEAO, que l'espace communautaire aux Africains. Quand Yam a fait l'exposé qu'il vient de faire, ça résume trois choses. La première chose, nos États, pour la plupart, ont des économies extraverties. Lorsque vous parlez du FMI, le FMI, c'est une entreprise qui appartient à des sociétés de patrimoine. C'est le business des individus qui, avec le temps, s'est donné la liberté de dévoyer ses missions au point de s'ingérer dans j'ai envie de dire, dans les implications géopolitiques et influencer les politiques des États. Et moi, je n'aime pas beaucoup lorsqu'on parle du FMI, parce que nous savons ce que le FMI a commis comme massacre économique, massacre financier, massacre social, pas seulement au Cameroun. Le FMI a été à l'origine de beaucoup, de tensions dans les foyers. Les plans d'ajustement qui ont conduit aux compressions des personnels, au divorce dans les ménages, bref, à la débandade industrielle, notre tissu industriel, parce que nous avions des sociétés qui se portaient très bien dans chaque secteur.
Mais le FMI, on ne sait pas par où elle allait chercher ses théories économiques, a contribué à cannibaliser toutes ces entreprises. Par exemple, la régie FECAM n'avait aucun problème. La régie FECAM, l'ex-société, n'est-ce pas, le chemin de fer, n'avait aucun problème. On avait un secteur maritime florissant, il n'en avait aucun problème. On avait, le Cameroun avait des bateaux, des navires, si vous voulez, qui s'occupaient de... Ils ont tout dégagé. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que ces pays-là émergent. Le Cameroun est présenté comme étant la locomotive de l'Afrique centrale. Mais sauf que le Cameroun ne joue pas son rôle. Parce que c'est le Cameroun qui devrait tirer les autres pays vers le haut. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le Cameroun a toutes les intelligences qui ne sont pas utilisées. Le Cameroun a des ressources naturelles qui peuvent être utilisées. Mais sauf qu'il y a un problème de gouvernance qui se pose. C'est ça le problème, c'est la question de fond. Et il faut également noter que dans cette conjoncture économique que vient de citer Yam, vous avez également des conjonctures sécuritaires. Il ne faut pas oublier ça. Pas seulement en République, en SCA. Il y en a au Tchad. Et il y en a au Cameroun, qui est censé être la locomotive. C'est-à-dire, vous avez Boko Haram, et c'est fait exprès. Vous avez Boko Haram, vous avez au nord-ouest, n'est-ce pas, une sécession qui fait des dégâts là-bas, à la fois humains et économiques, depuis 2016. Et dans ce contexte, ça devient compliqué. Du côté de la République démocratique du Congo, c'est la même situation qui prévaut. C'est-à-dire, vous avez l'insécurité, vous avez les territoires qui sont hors de contrôle de l'État central. Dans ce contexte-là, ça devient compliqué. Vous avez notre contexte de basculement géopolitique. Quelle est la position de ces États par rapport justement à ces bascules géopolitiques? C'est important de le dire, parce qu'il faut croire que ce qui s'est passé, par exemple, en Syrie il y a quelques jours, tout à fait. Nous en sommes éloignés, bien épargnés. C'est important de le dire. Troisième chose, moi je suis toujours très offusqué. Quand il m'arrive quelquefois d'être en balade du côté de Bonanjo, pas très loin de la Béac, le siège de la Béac de Douala, il y a tout un cortège de gendarmes qui escortent un fourgon de biens, enfin de biens. Et vous voyez à la cabine, à côté du chauffeur qui est mélanodème, vous avez deux locodèmes qui sont assis. Et c'est eux qui prennent l'initiative. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas de monnaie. En tout cas, ça ne vous appartient pas cette monnaie. Alors, si le franc CFA n'est pas la monnaie des populations de la zone CEMAC, ben, qu'est-ce qui dérange pour qu'on puisse créer des monnaies alternatives? Ça. Oui. C'est ça. Pourquoi ne devrait pas créer des monnaies alternatives? Par exemple, le Sango Coin. Oui, que la BA a contribué à combattre, qui était une alternative au franc CFA. Vous voyez donc que la BA, pour nous, ce n'est pas une institution qui peut être capable d'aider nos États, parce que c'est sous contrôle des Américains et des Français, majoritairement. On annonce même également le Niger dans cette affaire-là comme actionnaire, je crois, troisième ou deuxième actionnaire. Actionnaire, il veut dire. Bon, ça apporte quoi? Vous avez aucun pays au monde ne peut se développer sans investir dans le secteur agricole. Le Cameroun, par exemple, dépend, je parle sur le contrôle de Yam. Le Cameroun ne dépend pas moins de 500 milliards de francs CFA par an pour importer du riz. 600, exactement. 600. Pour importer du riz, alors que 500 milliards, ça suffit pour cultiver du manioc, du plantain, du macabo, des ignames. Pour créer l'autosuffisance alimentaire. C'est suffisant. Mais tous les jours, vous avez dit tous les ans, on dépend plus de 500 milliards de francs CFA pour importer le riz. Pourquoi? Ça nous a imposé? Mais non, parce que justement, il y a un business en interne. Il faut satisfaire, il faut contenter la mafia. La mafia du riz, la mafia du poisson frelaté et surgelé. Il faut contenter la mafia des pâtes alimentaires, entre autres. Alors que nous avons fait la route Douala jusqu'à Ngaoundéré, vous avez des espaces qui sont cultivables, qui ne sont pas exploités. Qu'est-ce que ça peut traduire ça? Mais vous avez un exode massif vers les grandes villes. Et les populations abandonnent l'arrière-pays. Pourquoi? Alors qu'il y a des opportunités d'emploi de ce côté. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une politique agricole. Mais vous avez par contre
des personnes qui s'appellent planificateurs, qui sont payés et qui ont la responsabilité et la charge de faire de la prospective et de faire des propositions. Nous sommes dans la navigation à vue. On a beau épuiser toutes les théories que vous voulez, que nous avons apprises à l'école, mais tant qu'il n'y a pas une volonté politique, ça ne peut pas donner. C'est ça la réalité, la volonté politique. Maintenant, on nous parle d'une éventuelle, d'une probable dévaluation de franc CFA. Encore, ça aura des conséquences. Oui, bien sûr. Comme en 1994. Oui. Ça aura des conséquences. Nous vivons déjà la vie chère. Ce n'est pas qu'au Cameroun. Ce n'est pas qu'au Cameroun. Oui. Pas seulement dans la zone CEMAC, mais dans d'autres pays. Oui. Et c'est voulu. Pourquoi? Parce que vous vous alliez dans des schémas économiques qui sont extravertis et qui ne prennent en compte aucune de nos réalités. Aucune. Dans ce pays, on avait, lorsque j'ai parlé des entreprises stratégiques, que les plans d'ajustement de FMI ont contribué à détruire. Il y avait la Semerie, par exemple. Il y avait Selcam. Il y avait plusieurs structures qui s'investissaient dans les projets intégrateurs. Ça a été détruit. Ça a été totalement détruit. Est-ce qu'il est possible de fabriquer des milliardaires ou des multimillionnaires pour investir, mais avec quel argent, quelle monnaie? Parce que le problème, c'est on va toujours rentrer, quel que soit le débat qu'on va avoir sur cette table, on va revenir sur la question de la souveraineté monétaire. Oui. Et cette souveraineté monétaire ne peut être une réalité que s'il y a une révolution. Il doit y avoir une révolution justement pour aboutir à la souveraineté monétaire. C'est ça qui est la question. Je sors en vous donner une image qui est réelle, c'est factuel. Allez-y. Au début des années 2000, la France a coulé les bus, à la fin des années 90, la France a coulé les bus que l'État camerounais avait commandés en Chine. À l'époque, on parlait de Sotuk. C'est bien, la France a coulé ses navires. N'est-ce pas? C'était des centaines d'autobus. Parce qu'elle voulait garder son pays carré, comme on dit. Il y a plein d'initiatives comme ça qui ont été détruites par les Français. C'est important de le dire. Parce que chaque fois que nous abordons, nous analysons certaines problématiques et que nous mettons en perspective certains éléments factuels, il y en a qui pensent qu'il y a une fixation sur la France. Non. La fixation sur la France, c'est que c'est une réalité factuelle. Nous avons l'exemple du port autonome de Douala lorsque c'était DIT. Elle est également factuelle. Vous avez Evecam. Qui exploite Evecam? Pourquoi est-ce qu'on a donné la gestion de la banane à la France, à une société française? Je crois que c'est le groupe Lagardère. Je crois bien. Donc, c'est quoi cette histoire? Non, en fait, le Cameroun, comme la plupart des États de la zone CEMAC, c'est encore une néocolonie. Et tant que nous avons encore les France-Africains qui sont dans nos pays, y compris au sein de l'opposition, on ne va pas sortir d'auberge. Et c'est ça qui est devenu intéressant. Je sors par là. C'est-à-dire en 2025, nous attendons de voir ce qu'ils vont nous faire des propositions objectives, notamment pour sortir de France CFA. Parce qu'il faut que ce soit clair, il faut qu'on sorte de là. Si on sort de la France-Afrique, ça devient également davantage intéressant. Tout à fait. Parce que c'est ça notre problème. Notre problème, c'est la France-Afrique. C'est la France-Afrique qui crée des blocages. Et quand vous décidez de vous affranchir de la France-Afrique, vous en trouvez toujours à l'intérieur même de notre pays, au sein de l'opinion publique, des individus qui vont vous imposer d'autres agendas. Donc, c'est important de continuer dans notre sensibilisation, notre éducation politique, et dire que, en fait, c'est tout à fait logique. Parce que nous mangeons, tout ce que nous mangeons tous les jours n'a rien à voir avec les habitudes alimentaires des Africains que nous sommes. Tout est extraverti. Même ce que nous posons, nous venons sur nos tables, c'est extraverti. C'est extraverti. Même que l'ondolé qui pour derrière la porte, qu'est-ce que vous mettez dans l'ondolé? Ça vient d'ailleurs, très souvent. Merci à vous, Albert Anatole, ici. Oui. Juste un petit mot. Oui, peut-être avec l'interrogation de ce téléspectateur d'évaluation de 94, je pense bien. Quelle pourrait être la différence ou les conséquences aujourd'hui quand on sait que le contexte géopolitique également
être différent? Le contexte géopolitique, évidemment, l'est. Mais attention, sur la France-Afrique, il n'y a pas de changements fondamentaux. Okay. Il reste que nous, les Africains, ne devons même pas rentrer dans ces débats. D'évaluation, pas d'évaluation, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous intéresse en ce moment, ce serait de dire, on sort quand? C'est tout. Quel est cet... On ne doit pas discuter de ça. C'est-à-dire, c'est comme si vous commencez à discuter de l'absurde, quelque chose qui vous gêne. Sauf que ce n'est pas le peuple, ce sont les dirigeants qui vont se réunir à Yaoundé. Qui vous dit que d'ici le 16, le peuple ne peut pas les chasser? Le peuple peut s'organiser et dire aux dirigeants, vous partez. Le peuple peut aussi dire aux dirigeants, attention, le 16 là, parlez de tout sauf de certaines choses. Parce que, et en même temps, si vous êtes dirigeant, mais vous n'êtes pas dirigeant du vent, vous êtes dirigeant des peuples, pas dirigeant du vent. Donc, si les dirigeants écoutent, ils vont se dire, et puis moi je vois trois présidents qui sont là, président Obiang, président Sassou, président Biya, vraiment, quel sera leur héritage? Moi, c'est des choses quand même, des questions que je me pose souvent. Hein. Quel sera leur héritage? Est-ce qu'ils y pensent parfois? Et à un moment donné, je crois qu'à leur âge et compte tenu de leur parcours, ils doivent pouvoir dire, écoutez, nous avons tout eu de la vie. Vraiment, nous avons des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Je crois que c'est des questions qui doivent quand même se poser. Même si tout à l'heure, là, ici, soulevait la question de la volonté politique. Mais c'est ça, cette volonté politique qu'on n'a pas. La volonté politique chez nous ne peut pas passer par 4 chemins. La volonté politique, vous sortez de la France-Afrique. Et l'élément majeur de la France-Afrique, c'est le franc CFA. C'est tout. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de politique agricole. Oui. Au Cameroun, il y a, je crois, 19 ou 20 banques. Il y a une seule banque qui a annoncé qu'elle va ouvrir un guichet d'agribusiness. Annoncé. Une seule banque, et c'est l'une des plus petites. Elle a annoncé, je ne sais pas si ça va se faire, mais elle a annoncé. Donc vous avez des banques qui sont là, qui ne financent pas l'agriculture. Mais c'est tout à fait normal, si vous ne financez pas l'agriculture, que les autres font. Par contre, quel est l'un des problèmes, quelle est l'une des lignes de financement les plus importantes de l'Union européenne? C'est la politique agricole commune. Pourquoi? Mais parce qu'il faut manger. Ah, mais c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est que vous avez des besoins fondamentaux. Manger, se nourrir, se soigner, se loger, se vêtir, s'éduquer. Oui. C'est ça les lignes. Et quand vous regardez la structure du budget de tous les pays européens et de l'Union européenne, c'est ça les postes les plus importants. Ici, chez nous, c'est pas ça. Ici, chez nous, on va faire les importations. C'est-à-dire que les gens prennent des milliers de milliards dans un pays comme le Cameroun, autour, seulement pour se nourrir autour de 2000 milliards là, en moyenne au cours des 10 dernières années. Donc, on prend l'équivalent de 3 milliards de dollars, on le donne à l'extérieur, alors qu'il nous faut à peine 1 milliard de dollars pour assurer la sécurité alimentaire à notre pays, à notre peuple. Donc, voilà les choses qu'on fait. On n'a pas de politique agricole. Vous parliez de fabriquer des milliardaires et des millionnaires, mais vous ne pouvez pas fabriquer des milliardaires et des millionnaires si vous ne savez pas comment on gagne l'argent. Quand vous regardez la structure de nos budgets, comment on peut fabriquer des milliardaires avec ça? Et je pense que compte tenu de nos traditions, l'objectif chez nous prioritaire n'est pas de fabriquer des milliardaires et des millionnaires, mais de laisser la possibilité qu'il y en ait. Sauf qu'il faut qu'on aille prioritairement dans le sens de faire de nos États des États entrepreneurs. Je parle de capitaine d'industrie lorsque je parle de fabriquer des milliards. J'ai bien compris. J'ai bien compris que vous parliez des entreprises privées. Oui, oui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une entreprise privée, c'est pas ex nihilo. Tout à fait. C'est pas aérien. Il faut qu'il y ait une base. Tout à fait. Et cette base-là, c'est la base que l'État crée. Quand vous fabriquez des montres, quand vous fabriquez de l'eau en Chine, vous fabriquez ces bouteilles d'eau en Chine, vous n'avez pas besoin de savoir d'où vient la matière première pour fabriquer ces bouteilles. L'État s'assure qu'en bas, il y ait des industries publiques qui vous fournissent tout ça. Votre rôle, c'est embouteiller de l'eau. Comment vous allez faire concurrence à un type comme ça? Il faut que nos États soient des États entrepreneurs, que nous puissions construire. Et tout à l'heure, vous avez vu les moyens que j'ai proposés qui permettraient à l'État d'investir. Si vous avez la possibilité, grâce à la propriété de la terre, de lever 1000 milliards dans un pays comme le Cameroun, qui sont là, ils n'arrivent pas à savoir, cette année encore, ils se plaignent.
que la situation est difficile, mais pour le nouveau budget là, le budget de fonctionnement a encore explosé. Voilà. Donc, enfin, vous voyez les contradictions dans lesquelles nous sommes. Mais si vous dites que la situation économique est difficile, vous faites quoi? Vous réduisez le train de vie de l'État. Non, eux, ils font exploser. Oui. On raconte tout. Non, eux, ils font exploser ça. Et vous vous demandez, ben, enfin, est-ce qu'il y a vraiment une situation économique difficile où les gars... Peut-être parce que l'État veut supporter aussi certaines charges sociales. Oui. Vous en avez vu dans ce budget? Vous avez vu des charges sociales dans ce budget? Vous avez vu dans ce budget quelque part, par exemple, que les enfants, qu'on ne va plus payer l'école? Vous avez vu dans ce budget que les fournitures scolaires seront prises en charge par l'État? Vous avez vu que l'accès, que les hôpitaux seront gratuits? Vous avez vu dans ce budget que même seulement les fous, on va pouvoir les rassembler et les prendre en charge? Vous avez vu dans ce budget, madame, mais la CEMAC, mais vraiment c'est une catastrophe. Vous avez vu dans ce budget-là que les serviettes hygiéniques de nos femmes, nos États vont même en prendre soin? Vous avez vu des choses comme ça? Quels sont même ces pays où même l'intimité de leurs femmes, qu'ils aiment beaucoup les femmes là, ils n'arrivent même pas à en prendre soin? Mais quels sont ces pays-là? Vous avez vu dans ce budget-là que, ok, on a décidé que toutes les couches défavorisées de la population, on va leur donner une paire de chaussures. Est-ce qu'il y a une seule usine qui fabrique les chaussures dans cette sous-région? Mais comment vous pouvez avoir 100 millions d'habitants? Vous n'avez même pas une usine qui fabrique les chaussures. Comment vous expliquez ça? Une parenthèse, les chaises en plastique que nous aimons là, c'est une famille chinoise qui les fabrique au Cameroun. Vous n'avez pas l'information. Non, mais ça on sait. Mais enfin, je veux dire que vous avez un gros problème dans nos pays. C'est-à-dire que vous regardez, vous dites, mais justement, les charges sociales sont importantes. Ouais. Mais ces charges sociales, quand vous lisez, parcourez nos budgets, c'est où? Vous avez vu là que désormais, quand même, quand nos femmes veulent nous donner des enfants, je parle des femmes mariées, par exemple, est-ce que... Parce qu'on va dire qu'il ne faut pas encourager les jeunes filles à aller porter des grossesses. Disons donc les femmes mariées. Est-ce qu'on a dit que les femmes mariées, quand elles vont aller accoucher, nous devons les encourager en nous assurant que les accouchements sont gratuits? Vous avez vu des choses, c'est-à-dire que des choses qui ont du sens. Non, vous avez vu dans ce budget qu'il y a plein de missions, il y a plein de voitures à acheter, il y a beaucoup d'aménagements de bureaux. Bien les logements sociaux. Vous avez vu qu'on va construire des logements sociaux dans lesquels tous nos benskinners, toutes les mamans qui vendent au bord de la route, là, on va pouvoir quand même leur donner un logement décent. Mais là, on parle des dirigeants. Tout à l'heure, Anatole a ici interpeller comme ça en passant l'opposition. On sait qu'on a également des personnes qui représentent le peuple au niveau de nos différentes assemblées nationales, mais on n'a pas souvent l'impression que même à ce niveau, cela pose quand même les véritables problèmes. On a vu dernièrement au niveau du Cameroun, l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'on parle d'autre chose que l'essentiel même, les véritables problèmes. Madame Siké, vous connaissez très bien la France-Afrique. Vous avez l'impression qu'il y a un seul type qui est élu dans nos pays, là, qui n'est pas de là. En dehors, peut-être, c'est-à-dire que vous essayez d'enlever un peu le Centrafrique. C'est un cas un peu différent. Quand vous prenez tous les autres pays, là, vous avez l'impression que si vous êtes vraiment opposé à la France-Afrique, vous pouvez avoir même un poste de conseiller municipal. C'est très difficile. Vous avez un petit pourcentage là, mais l'Assemblée s'est filtrée. Il y a peut-être des conseillers municipaux, passe encore, c'est un petit truc qui est loin. Mais l'Assemblée, là, c'est le cœur du pouvoir, là. Vous avez l'impression que c'est facile, que vous êtes opposé à la France-Afrique d'entrer là-bas. Vous savez qu'il n'y a aucun sénateur dans un pays comme le Cameroun qui est contre la France-Afrique. Il n'y en a pas un seul. Si vous regardez les députés, là, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un seul, même ceux qui bavardent beaucoup, là. Pourquoi? Mais tous vivent de ça. En fait, laissez le bavardage des gens. Regardez leur vie quotidienne. Ils vivent de quoi? De quoi vivent-ils? Mais ils vivent justement des prébendes de la France-Afrique. Ils sont toujours dans des missions là de la francophonie. Ils sont toujours là dans... Ils sont bien contents. Hein. Ils sont bien contents que les États là, qui sont dans le néocolonialisme là, que ces États là leur donnent des avantages. Quand vous écoutez d'ailleurs la plupart, tout leur débat c'est les avantages pour eux. Vous ne les entendez pas dire que est-ce que les serviettes hygiéniques de nos femmes, dans un pays comme le Cameroun, on a du coton. Est-ce que nous pouvons prendre ce coton pour fabriquer les serviettes hygiéniques de nos femmes et leur éviter les cancers du col de l'utérus, leur éviter les mycoses, tous ces champignons, tous les problèmes gynécologiques que nos femmes ont, qui viennent pour la plupart, et ça je le tiens, des médecins,
qui viennent pour la plupart de la mauvaise, des serviettes hygiéniques, la mauvaise qualité des serviettes hygiéniques. 90% des serviettes hygiéniques dans nos pays, en tout cas au Cameroun au moins, c'est fait avec du papier journal et avec du plastique. Avec ça, vous attendez à ce que les femmes soient en bonne santé? En fait, mais les gens qui dirigent nos pays vivent où? Est-ce qu'ils ont des familles? Est-ce que ces gens-là, ils parlent avec des gens au quartier? Est-ce qu'ils ont vécu ici? Est-ce que c'est des êtres humains normaux? Ils ont des conseils techniques. Ils ont des... J'aime ici quand il dit les choses comme ça, il est très drôle. Bon, vous parlez de la filière banane. Mais les Camerounais, eux, ils ne sont pas contre la banane. Qu'importe qui vient faire la banane. Mais il faut que les terres, que les propriétaires des terres aient 20 à 35%, c'est tout. Après, faites votre banane, faites comme vous voulez. Bon, vous connaissez le procès pour les Riking, n'est-ce pas? Non, justement, c'est pour ça que je vous parle tel que je vous parle là. C'est-à-dire que faites votre banane. Encore que vous savez que les sociétés qui font les bananes chez nous, en réalité, ils reçoivent une subvention de l'Union européenne, laquelle subvention n'arrive jamais chez nous. Mais c'est pas ça le problème. Vous voulez faire votre banane, nous, les panafricanistes, on n'a aucun problème. Venez faire votre banane. On aime bien les investisseurs étrangers, mais à nos conditions. Ouais. 20% de votre capital parce que vous ne faites pas les bananes dans l'air, vous les faites sur la terre. Donc, il faut que quelqu'un vous donne de la terre. Entre 20 et 35% de capital, c'est tout. Et ça fait un certain nombre de personnes au conseil d'administration, ça fait un certain nombre de hauts cadres, ça fait un certain nombre d'emplois garantis pour ces gens-là. Voilà comment on sort les gens de la misère. Et à la fin de l'année, le dividende, c'est combien? On perçoit. Bien sûr. Voilà comment ça doit se passer, on partage. Vous venez avec votre savoir-faire des bananes, c'est très bien. Mais vous voulez, pour que votre savoir-faire s'exprime, vous avez besoin de nos terres. On partage, non? On prend une partie, on prend une partie. Donc, si on fait ça, vous sortez les gens de la misère. Je prends un exemple pour illustrer cette histoire de terre. Parce que quand on le dit comme ça, les gens, permettez-moi madame. Allez-y. Quand vous prenez, il y a un barrage qu'on a construit dans un village qui s'appelle Ndjoré. Bon. Dans nos pays, en Afrique, quand vous parcourez toute la CEMAC, vous trouvez toujours des noms bizarres, comme les Nactigales, comme les Cholets, les conneries comme ça. C'est-à-dire que vous trouvez les noms des colons qui sont encore là. 100 ans après, près de 75 ans après les indépendants, les gens sont même pas parfois pas depuis 100 ans, comme les Allemands. Les gens disent qu'ils ont des pays indépendants depuis 60 ans. Ils ne sont pas capables de changer le nom d'un village, de remettre le nom originel. Il est toujours le nom des Blancs. Barrage Nactigale, 845 milliards. Si vous faites les choses correctement, vous voulez sortir votre peuple de la misère. D'abord, ces gens-là touchent 2% à titre de bonus. Un bonus de signature, c'est normal. Ça fait 17 milliards. Pourquoi est-ce que si vous donnez 17 milliards aux gars du village de Ndjoré, mais ils sortent définitivement de la misère. C'est comme ça qu'on fait dans le monde en matière de gros investissements. Ensuite, ils ont 20%. À partir de janvier qui commande là, que le barrage soit achevé ou pas, 420 mégawatts, qu'on les donne ou pas, l'État du Cameroun va payer à cette société française 10 milliards tous les mois. Vous croyez que ce ne serait pas bien que nos frères de Ndjoré aient 2 milliards tous les mois? S'ils ont 2 milliards tous les mois et que la concession est de 30 ans, ça leur fait 720 milliards qu'ils vont toucher en 30 ans. S'ils prennent les 720 milliards et qu'ils font un simple montage financier tout à fait banal, ça veut dire que ces gens peuvent lever 72 000 milliards. Enfin, disons 7200 milliards. Ils peuvent lever 7200 milliards. 7200 milliards, c'est 12 milliards de dollars. Ça veut dire qu'ils font quoi? Tout ce qui sera versé dans le cadre de leur deal avec donc, dans le cadre de ce barrage, c'est bloqué directement dans un compte. Vous récupérez. Et ils ont 7200 milliards qui réinvestissent. Ils peuvent créer une nouvelle ville avec des industries, avec une grosse université. Parce que vous avez quand même un barrage là. Il faut que leurs enfants soient ingénieurs, managers, juristes, tout ça là. Médecins. Ils créent tout ça. Pourquoi on ne fait pas ça? Et vous voyez que les gens sont sortis de la misère. Vous n'avez pas eu besoin de taper quelqu'un, vous n'avez pas eu besoin de parler fort, vous n'avez pas eu besoin de faire quoi que ce soit. C'est de l'économie de base. De l'économie de base. La question que vous posez, c'est que les gens qui dirigent nos pays, ils font quoi? Leur réflexion, c'est quoi? Mais attention, à leur décharge, ce n'est pas parce que je les aime trop. Ce n'est pas parce que je ne dis pas qu'ils ne font rien, parce que je les déteste trop. Mais la décharge que je vais dire, ce n'est pas parce que je les aime trop non plus. C'est que je les appelle à faire leur boulot. Ouais. À leur décharge, je sais qu'ils ont peur de la dissuasion nucléaire française. Parce que pendant longtemps, on a cru que c'était contre les Russes, l'Union soviétique et les Russes, c'est contre l'Afrique. C'est ça le fameux complot. Arboou n'est pas allé au bout de sa pensée, mais c'était ça l'idée. Vous vous amusez, on vous balance un missile avec une charge nucléaire. Bon, les gens ont peur. Vous avez peur de quoi? Et c'est là où la question du téléspectateur devient intéressante.
la géopolitique, le contexte géopolitique a changé. Oui. Ce qui pouvait se faire facilement dans les années 70, 80, 90 ne peut plus se faire aussi facilement aujourd'hui. Vous balancez un missile sur le Cameroun, sur la RCA, sur le Gabon, sur le Congo ou le Tchad aujourd'hui, ou déclarez la guerre à ces pays parce qu'ils ont décidé de ne plus travailler avec vous, vous avez sur le dos la Chine et la Russie aussi, qui ne pouvaient pas le faire il y a quelques décennies. Vous les avez sur le dos. Donc, profitez de la fenêtre d'opportunité, et je ne crois pas que le président américain, le nouveau président américain, ait envie de se retrouver dans ce genre de problème. Il a beau être d'accord avec l'exploitation de l'Afrique par la France, parce que c'est pas le président arrive, il ne change pas ça forcément aussi faciement. Ce sont des dispositions de l'État profond, de la stratégie. Ouais. Il y a un type qui s'appelait Brennan, c'est lui qui a formulé en 1946 toute la politique étrangère des États-Unis. Il disait ceci: vous n'avez pas besoin, pour vivre, ce n'est pas que pour vivre, il vous faut une politique étrangère, mais c'est qu'il vous faut une politique étrangère pour vivre. Donc les Américains ne peuvent pas changer une telle disposition qui a permis de structurer l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui. Et le monde tel qu'il est. Et nous, c'est quoi notre politique étrangère? C'est quoi notre politique étrangère? C'est être membre de la francophonie, c'est être membre du Commonwealth. Il faut qu'on choisisse. Soit nous sommes quand même des gens qui veulent être libres et qui peuvent donc apporter beaucoup. Si la France aujourd'hui, nous n'avons plus le franc CFA, nous ne sommes plus dans la France-Afrique. L'Afrique, la CEMAC à elle seule peut représenter pour la France l'équivalent de quelque chose qui va aller chercher dans les 200-300 milliards de transactions possibles. Je ne parle pas de milliards de francs CFA, je parle de milliards de dollars. Le problème, c'est que ça demandera à la France d'être d'abord patiente, de prendre du temps, de rester tranquille et de nous laisser construire notre sous-région. Sauf que si elle laisse faire, elle a peur, elle, de sombrer dans la misère. Mais non, elle ne sombrera pas dans la misère. Et il faut donc qu'elle comprenne que, malheureusement pour elle, elle n'a vraiment pas le choix. Parce que l'Afrique centrale va devenir libre. Et cette liberté n'est pas quelque chose de négociable et n'est pas quelque chose qui arrivera dans. C'est quelque chose qui est en train de se faire maintenant. Merci infiniment, Dr Yamtimba. Je voudrais rebondir sur rapidement, Madame Asike. Finalement, allez-y. Bien sûr, il a évoqué tout à l'heure. Allez-y. Nous avons l'habitude de le dire que les prochaines crises sociales, même politiques en Afrique, pourraient être foncières. Parce que lorsque nous parlons, parce que c'est important, c'est cette problématique. Vous allez constater que dans la plupart de nos gouvernements, du moins ceux qui les dirigent, concèdent des contrats de concession aux gouvernements étrangers, aux multinationales étrangères, au détriment des populations. Oui. C'est-à-dire vous retrouvez les populations qui sont dépouillées de leur patrimoine foncier au profit des entités étrangères qui viennent faire soit de l'agriculture, pas pour nourrir les populations locales, mais pour aller nourrir la population. Je crois que vous en parlez également dans votre livre. La Chine le fait, la France le fait, les États-Unis le font, tous le font. Et c'est avec la complicité de nos dirigeants, et vous ne connaissez pas quelle est la contrepartie au profit de nos populations. Tout à fait. Vous avez des Chinois qui cultivent du riz pas très loin, dans la Seine maritime ici. Et il est interdit aux ouvriers de sortir avec un bol de riz. Tout ce prix, ça part du port pour la Chine, avec la complicité de nos populations. Tout à l'heure, de nos autorités. De nos dirigeants. Non, pardon, je ne coupe pas ici. C'est pas la complicité. Il y a une petite différence. Les Chinois, au moins, demandent et obtiennent une concession. Oui. Les autres, la relation que nous avons avec eux, c'est une relation de colons. Ça veut dire qu'ils n'ont rien demandé. Il y a une nuance extrêmement importante. Au niveau de l'approche, mais oui, il y a une nuance. C'est-à-dire que les Chinois demandent à l'État. Oui. Parce que chez nous, l'État estime que la terre lui appartient. Alors que, justement, ce que nous disons, c'est que mais la terre n'appartient pas à l'État, la terre appartient des nations historiques. Oui. Parce que l'État n'a conquis aucune terre, l'État n'a acheté aucune terre. Oui. Vous ne pouvez pas vous prévaloir. Cette nation historique existe avant l'État, et c'est la colonisation qui les a privés de leur terre. Donc si l'État veut être un État qui vit d'un contrat social sérieux avec les peuples,
L'État va donc dire, ok, en 1913, quand la Moiselle a été faite, tel était propriétaire de telle terre. À ce moment-là, si vous avez un État qui peut réfléchir comme ça, mais cet État va dire aux Chinois, il n'y a pas de problème, venez faire du riz. Mais ces gars qui ont leur terre, c'est 35% du capital. Vous voyez qu'avec ça, en réalité, le problème ne se pose même pas si les gens sont là ou pas. Le problème se pose si nous avons 35% de ce riz. On est tranquille. C'est ce que je voulais évoquer. C'est-à-dire qu'en réalité, non, je vais arriver quelque part. Okay. Oui, je comprends bien. Là, vous avez un contemporain qui a dit à ses compatriotes que la terre ne manque pas. Bon, la terre ne manque pas, d'accord. Donnez-nous la terre. Puisque la même terre... Non, laissez nos terres. Laissez nos terres. Vous les concédez. Non, laissez-les. Pas qu'ils nous donnent pas. Parce que si vous dites donner, ça veut dire que c'est lui qui les a. Oui, il dit la terre ne manque pas. Oui. Donc, et les mêmes terres, vous les concédez aux gouvernements étrangers, aux multinationales étrangères. Alors, ces populations vont aller cultiver la terre où? C'est ça qui est la question. Dans la Sahara maritime, il y a une matière phare, ça s'appelle l'huile de palme. Est-ce que ces populations bénéficient de l'encadrement de l'État justement pour industrialiser ce patrimoine-là? Ce n'est pas le cas. Au contraire, on envoie justement les multinationales étrangères détruire tous les espaces, tous les palmerins au profit justement de ce qui va davantage polluer l'environnement, l'écosystème naturel. C'est ça le problème. Donc il faut donc changer, réformer, parce que la question de la terre est fondamentale. C'est une question fondamentale. Il faut donc, je crois qu'il faut même refonder la loi sur la propriété foncière pour que tout le monde, on se retrouve avec des individus qui ont 300 titres fonciers à eux seuls. C'est un détail. C'est un détail important. Non, en fait, justement, le discours là, sur les titres fonciers de nos compatriotes, en fait, ces titres fonciers vont tomber tout seuls. À partir du moment où on va, la nouvelle loi foncière que je propose dans mes prises de position, c'est que, mais à partir du moment où la terre appartient aux nations historiques et que le mode d'accès à la terre est simplement la mise à disposition sans que... Et la terre, elle reste inaliénable. Oui. Vous avez votre titre foncier, quoi. Est-ce qu'on est obligé d'avoir le titre foncier? Mais dans notre tradition, est-ce que le titre foncier existe? Non. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de gérer la terre? Pourquoi on est obligé de gérer la terre comme les Européens? Nous n'avons pas besoin de titre foncier parce que ce n'est pas un élément, ce n'est pas ce n'est pas un bien transactionnel. Vous ne pouvez pas vendre la terre. C'est une mise à disposition. Et cette mise à disposition fait que la terre reste la propriété de celui qui vous la met à disposition. Et donc, la question des titres fonciers tombe toute seule. Deuxième chose, quand les gens viennent, vous voyez la paix que ça va créer. Vous avez souvent, prenez tous les puits de pétrole qu'il y a en Afrique, tous les pays qui exploitent le pétrole. Si les populations, les peuples auxquels appartiennent les terres ou le pétrole, les mines, tout ça sont pompés, avec 20% du capital des entreprises qui pompent ce pétrole, vous croyez qu'il y aurait les guerres en Afrique? Il n'y aurait aucune guerre. Ou il n'y en aurait pas. Le problème, c'est que les gens nous embrouillent. Ils veulent nous embêter, ils embrument là dans les faux trucs. Il faut faire comme les Blancs. Est-ce que nous sommes des Blancs ici? Ils disent par exemple que l'État a trois pouvoirs. Dans notre tradition, l'État a 3 pouvoirs. C'est quoi ça? Et en plus, ils vont prendre les théories des vendeurs d'esclaves. C'est-à-dire que des types qui étaient actionnaires de sociétés de traite négrière, vous allez prendre leur pensée pour l'appliquer à nos peuples. Est-ce que vous vous rendez compte même de ce qu'on fait en Afrique? Mais nous sommes d'une légèreté ça fait tellement marrer les Blancs. Les Blancs rient tous les jours. Ils disent que mais vraiment, c'est pas des... Mais ces gars-là, mais ils sont terribles. Des types qui vendaient leurs frères comme esclaves. Ils prennent leur pensée, c'est ça qu'ils appliquent dans leur pays. Des siècles après. Mais comment vous expliquez ça? La conséquence, c'est que vous faites vos histoires là autour de la CEMAC là. Si vous prenez simplement le PIB de la CEMAC, 106 milliards de dollars, 2023, si les peuples avaient la propriété de la terre, vous auriez un minimum de... Vous auriez entre 15 et 20 milliards de dollars qui seraient rentrés dans les poches des populations. Directement. Au moins 15 à 20 milliards de dollars. Si vous aviez mis dans les poches des populations 15 à 20 milliards de dollars, les États qui bavardent là, qui pleurent là, oh on n'a pas l'argent, oh on va aller emprunter l'argent, même les propres banques qui sont installées sur leur territoire ne leur donnent pas l'argent. Pourquoi? Parce que c'est des dispositions de la Banque Centrale Européenne, ça n'a rien à voir avec nous. J'ai écrit un texte l'année dernière sur la COBAC, mais c'est terrible. Je n'arrive pas à comprendre comment ce truc fonctionne. Mais si c'était le cas,
et qu'on avait ces 20 milliards de dollars qui étaient... Mais l'État aurait des ressources longues disponibles, puis c'est ces ressources dont on a besoin pour construire une autoroute, pour construire un port, pour construire une usine, pour construire une exploitation agricole, etc. Alors, nous avons la possibilité d'avoir des ressources longues. Nous ne le faisons pas parce que nous avons peur que les gens vont devenir riches. Et s'ils deviennent riches, ils vont faire la politique et nous chasser du pouvoir. Et donc, nous acceptons, nous préférons le système de la France-Afrique qui nous permet de rester au pouvoir. Les gars, ils nous pompent nos richesses avec le franc CFA. Et ils nous laissent quand même un peu de poussière qui nous permet, nous, les dirigeants, de vivre comme des princes. Et le peuple, on peut l'écraser. Et on est content. Et les gens sont là, ils vous font des discours pompeux, arrogants, alors que chaque fois qu'ils vont dans le reste du monde, regardez quand on va à l'Assemblée nationale, on va à l'Assemblée de l'ONU. Quand un Indien arrive, il parle quelle langue? Sa langue. Quand un Vietnamien arrive, il parle quelle langue? Et vous parlez là des pays qui ont été colonisés. Pas les mêmes gens qui nous ont colonisés. J'ai commencé par les Anglais, par les Indiens, parce que les Anglais nous ont colonisés aussi. Les Vietnamiens, les Français. Quand vous voyez ces gens-là, ils parlent le thaïlandais, le philippin, le japonais, quand ils vont là, ils parlent leur langue. Nous, on parle quoi? Vous avez des Africains qui arrivent là, d'ailleurs, ils sont toujours la plupart du temps en veste et cravate. Ils arrivent là, ils commencent à parler le gros français. Et tout le monde, et ils font des grandes déclarations sur de grandes théories, sur les grandes dispositions du reste du monde. Et les gars restent là, ils disent, bon, finis de parler, après tu viens tendre la main ici. Mandiant. Qu'est-ce que c'est que cette honte que nous nous donnons nous-mêmes? Nous devons sortir de là. De toutes les façons, il ne faut pas se leurrer. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Nous ne serons pas libres avec des gens violents comme la France si nous n'essayons pas d'être durs. Mais en réalité, et c'est ce que Oumiobe disait, ça va aider la France si elle est intelligente. Parce que le jour où nous sortirons de là, le fait de parler leur langue, ça créera une certaine sympathie. C'est quand même plus facile de faire des affaires avec quelqu'un qui parle français que de faire des affaires avec quelqu'un qui vient nous parler le suédois ici, qu'on ne comprend pas. Merci, merci infiniment, chers invités, pour ce sujet finalement, en tout cas très, très intéressant et très important d'ailleurs. Et nous allons suivre cet événement qui va se dérouler du côté de Yaoundé au Cameroun et certainement revenir là-dessus après les décisions des dirigeants. Qu'est-ce qui va ressortir de cette rencontre? De toutes les façons, nous serons bien sûr également sur place et on verra, on espère que la situation, du moins les décisions qui seront prises de ce côté-là, iront dans le sens de l'amélioration de la santé économique de nos États. Et ce sera sans transition pour prendre l'autre thème, le dernier de ce matin, cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso qui met en garde bien sûr les projets impérialistes. C'était le 11 décembre dernier. On va prendre l'extrait qui va nous permettre de commenter cette actualité. Ensuite, on revient. Pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Camarades, les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes, pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. Merci au peuple qui a compris l'essence de notre combat et qui permettent aujourd'hui aux forces combattantes d'être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que
nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Il n'y a aucun développement, aucune paix possible sans une armée forte. Voilà pourquoi nous devons rendre hommage à ceux-là qui ont tout sacrifié pour que nous puissions être là aujourd'hui et parler de Burkina Faso. Nous continuerons à les équiper, à poursuivre notre déconquête, à continuer à mailler notre territoire, de sorte que la consolidation de tous ces acquis dans le combat soit une réalité et soit effective. Camarades, il arrive des moments donc, dans l'histoire d'un peuple, que ces situations arrivent. Mais nous avons su au Burkina Faso nous unir et nous donner la main pour pouvoir vaincre l'ennemi. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser. Et dès à présent, tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà commencé et vont s'intensifier. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. Parce que le Burkina Faso n'abandonnera jamais. Le Burkina Faso n'abdiquera jamais. Le Burkina Faso va combattre. Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. Et nous continuerons dans ce sens. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux pour espérer nous ramener dans l'esclavage doivent comprendre qu'ils ont échoué. Parce que ceux qui ont risqué leur vie hier nous ont instruits de continuer le combat jusqu'à notre liberté totale et notre indépendance. Voilà pourquoi je tiens à remercier tout un chacun, burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, qui continuent de contribuer à l'effort de guerre, de poursuivre leur démarche et que nos forces armées puissent atteindre le niveau que nous escomptons, sécuriser nos populations et nos terres. Merci à tous et je souhaite donc que cette fête d'indépendance soit un moment de méditation, que chacun médite sur l'indépendance réelle et pouvoir apporter ce qu'il peut apporter pour que notre Burkina Faso rayonne en Afrique et dans le monde. Le Burkina Faso reste et demeure. Vive le Burkina Faso, vive nos vaillantes forces combattantes. Que Dieu les protège, que Dieu veille sur eux dans toutes leurs missions, sur toute l'étendue du territoire. Que Dieu fasse en sorte que l'année 2025 soit l'année de notre victoire finale sur l'ennemi. Merci à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Eh bien voilà, merci à la réalisation et surtout à nos confrères de la Nationale Télévision au Burkina Faso pour cet extrait du capitaine Ibrahim Traoré. Albert Anatola, ici, je vais avec vous sur cette question, cette actualité. Il y a eu beaucoup de déclarations du président Traoré, mais on sait également qu'il est dans sa nature. Lorsqu'il parle, il agit. C'est un président assez pragmatique. En tout cas, on a vu un message d'encouragement, mais surtout aussi de mise en garde contre ces impérialistes-là. Il le dit, tout ce qu'ils veulent, ce sont bien sûr nos richesses. Albert Anatola ici. Déjà, dans la dynamique de réécriture, n'est-ce pas, de l'histoire burkinabé, il a été institué désormais une autre journée de l'indépendance, la 20e indépendance du Burkina Faso, c'est le 11 décembre. Chaque 11 décembre, désormais, est considéré là-bas comme étant la journée de commémoration de la 20e indépendance. Ok. C'est dans le contexte de cet événement que le président burkinabé a tenu à s'adresser à ses compatriotes. Je pense que je ne voulais pas reprendre à mon compte son narratif, mais je voudrais davantage analyser ces éléments de langage. Oui, oui. Mais il faut quand même noter que dans ce combat, qui connaît parfaitement, on ne peut pas le mener seul. Pas seulement avec le peuple burkinabé, mais il faut également que
le peuple burkinabé et le Burkina Faso soient soutenus dans ce combat. Pas seulement dans le cas de l'AES, mais il faut également une sorte, j'ai envie de dire, de conjonction, n'est-ce pas, de différents acteurs qui doivent justement se rallier à ce combat. C'est un combat essentiel, un combat souverainiste, un combat de patriote qui vise la libération, n'est-ce pas, du continent africain, qui fait l'objet, une fois de plus, de projets de recolonisation. Je crois que François Lecointre nous l'a carrément annoncé, qu'il faut envisager une recolonisation militaire du continent africain dans 10 ou 15 ans. Donc c'est important, c'est un soldat. C'est un soldat qui parle, je crois que ça a tout son sens. Oui. Je crois également que dans le contexte du projet d'intervention militaire de la France sous, n'est-ce pas, la coupole de la CEDEAO au Niger, je crois que l'intervention, la sortie du président burkinabé a calmé tout le monde. Parce que s'il n'avait pas déclaré qu'une intervention militaire au Niger signifierait tout simplement que c'est une attaque, j'ai envie de dire, une agression contre le Burkina Faso, je crois qu'ils auraient, n'est-ce pas, poursuivi leur projet, n'est-ce pas, leur projet d'agression du Niger. Je crois qu'il va dans le même sens que son ancêtre. Je parle du capitaine Sankara. Ce qu'il dit est essentiel. Nous sommes en guerre. Pas seulement la guerre militaire. Oui. Nous sommes dans la guerre cognitive, dans la guerre géopolitique, dans la guerre économique, dans la guerre financière, dans la guerre de souveraineté du manière générale. Donc, je me répète pour dire que cette guerre-là, ne peut pas la mener seul. Le peuple burkinabé ne peut pas la mener seul. Ça ne doit pas être une guerre qui peut être menée isolément. Là, je rejoins justement le projet porté par Yamtima de 10 000 élus. C'est-à-dire, il s'agit d'un... Parce que la plupart des peuples africains connaissent carrément la même histoire. Oui. Que ce soit du côté de l'espace anglo-saxon ou francophone, c'est la même histoire. Une histoire faite de barbarie, de violence, de crimes. Que ce soit la colonisation britannique, espagnole, allemande, française, c'est la même histoire. Ou qu'elle soit portugaise, italienne, c'est une histoire faite de violence. Donc, tous les Africains ou qui se trouvent sur le territoire africain doivent être concernés. Et quand le président Ibrahim Traoré le dit, ce n'est pas une vue de l'esprit. Régulièrement, mais alors très régulièrement, son régime a été l'objet de tentatives de déstabilisation et lui-même, à plusieurs reprises, il a été victime de tentatives d'assassinat. Tout à fait. Oui. Et quand il le dit, il sait de quoi il parle. Oui. Donc son discours ne s'adresse pas qu'au peuple burkinabé, il s'adresse également au peuple de l'AES et au peuple africains, d'une manière générale. C'est quelque chose à prendre en compte. Parce que vous avez la partie arabophone qui pense qu'il faut quitter le territoire africain pour aller peut-être à l'Union européenne. Nous leur souhaitons un bon voyage. Mais tant qu'ils sont sur le continent africain, nous pensons que nous avons une communauté de destin. C'est-à-dire la libération du continent africain. Quelle est la source des tensions régulières et récurrentes entre la France et l'Algérie? Ce sont des questions mémorielles. Et lorsqu'on parle des mémoires, c'est la barbarie française du côté de l'Algérie, la tentative de colonisation de la France du côté de l'Algérie, entre autres. Les crimes humains perpétrés par la France en Algérie. Il s'agit d'une histoire qui nous interpelle tous. Le 1er décembre dernier, il a été commémoré, n'est-ce pas, le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Il s'agit d'un événement qui interpelle la conscience africaine, pas seulement la conscience noire. La conscience africaine, parce qu'il n'était pas que les Noirs, n'étaient pas que les subsahariens qui étaient partis libérer la France. Il y avait également les Maghrébins qui y étaient. Il y avait les Tunisiens, il y avait les Algériens.
Donc je pense qu'aujourd'hui, le président burkinabé ne peut que nous rappeler notre devoir. C'est-à-dire, c'est lui de nous libérer, de ne pas dormir, de ne pas sommeiller, de rester éveillé, tout en parce qu'ils nourrissent des projets de colonisation, de destruction d'Afrique, puisque lorsque les gens vous disent que l'Afrique est notre avenir, et quand les gens vous le répètent à l'envers, en France, dans le cadre de l'Union européenne, on vous dit l'Afrique, c'est notre avenir c'est l'Afrique. Ça veut dire que votre avenir n'est pas, l'avenir des Africains n'est pas en Afrique, c'est ailleurs. C'est-à-dire les exterminer. Ça veut dire que ce n'est pas une parole à prendre en l'air. Il s'agit d'une menace, des projets bien élaborés qui vont être mis en musique dans peut-être 5 ans, peut-être dans moins de 10 ans, contrairement à ce qui a été annoncé officiellement, c'est-à-dire le projet de recolonisation du continent africain. Il faut donc conscientiser cette masse critique jeune pour prendre le relais, parce que nous ne sommes pas sûrs de continuer ou de voir aboutir ce combat, mais il faut que cette jeunesse prenne le relais comme nous l'avons fait. Chacun à son niveau, pour que justement ce à quoi nous aspirons soit une réalité. Mais vous parliez tout à l'heure de communauté de destin, et tout à l'heure, la première partie, on a parlé de l'Afrique centrale également. On a l'impression qu'il y a... ce n'est pas exactement ce qui se passe. On a l'impression que chacun a ses problèmes, chacun a ses priorités. Et dans votre discours, vous interpellez non pas seulement le peuple burkinabé, mais le peuple africain. Mais il n'y a pas on n'a pas l'impression qu'il y a une synergie justement dans la lutte, dans le combat. D'aucuns diront effectivement les situations ne sont pas les mêmes dans ces États. Dans les non, les situations sont les mêmes. Expliquez-nous. Les situations sont les mêmes. C'est nous qui pensons que ce n'est pas la même chose. Au regard du contexte historique, c'est-à-dire les effets pervers de la conférence de Berlin, qui a balkanisé le continent africain, créé et mis en place les frontières artificielles. Quand vous allez du côté de la Mauritanie, vous avez des Noirs. Oui, bien sûr. Quand vous allez du côté de l'Algérie, vous avez des Noirs. Quand vous partez du côté de Mali, vous avez des Noirs. C'est les mêmes peuples. Quand vous partez du côté du Tchad, du côté du Cameroun, vous avez les mêmes peuples. S'il y a une communauté, c'est les mêmes peuples d'une manière générale. Ouais. Mais ces frontières artificielles créées par les impérialistes nous ont éloignés. Et nous appartient, je crois que c'était ça, le projet de nos dévanciers dans le combat. Lorsque, comme on parle de l'unité politique de l'Afrique, je crois que c'est cela qui fait allusion. Oui. C'est-à-dire qu'il faut l'unité politique, parce que c'est d'abord la base, c'est fondamental, l'unité politique. Faire tomber les frontières coloniales pour que nous soyons un même peuple. Que se passe-t-il du côté de l'Union européenne? Chacun a son État, mais ils peuvent avoir des divergences de vues sur des questions particulières, mais ils ont des convergences d'intérêts lorsqu'il faut aller comme une meute, aller hors de leur territoire, soit pour commettre des crimes, soit pour commettre des pillages. Donc c'est là que nous devons aller, mais on peut aller au-delà de ça. Au-delà, oui. C'est-à-dire que parce que nous avons nos cultures, nous avons nos réalités, notre façon de faire. Et cela ne peut être possible que par un renouvellement de la classe politique aussi. Parce que la classe politique que nous avons actuellement, c'est une classe politique sclérosée. Clivée vers la France-Afrique, nourrie par la France-Afrique, entre autres. Donc, il faut un renouvellement de la classe politique. Une classe politique qui va être porteuse d'un autre idéal. Je crois que le promoteur de ces médias va un peu dans ce sens. C'est-à-dire que lorsque je suis son projet politique, ça va dans ce sens. Ça va dans ce sens. Donc, nous pensons qu'il faut donc une nouvelle classe politique qui va peut-être assurer le leadership, parce que c'est une question de leadership. Et c'était ça, c'est la raison pour laquelle Kadhafi, entre autres, a été assassiné. Parce que justement, c'était son projet majeur, c'est-à-dire créer un leadership qui va permettre aux Africains de fédérer leurs énergies, de fédérer leurs intérêts
n'est-ce pas, de fédérer leurs divergences apparentes. Parce que très souvent, ça paraît, ce sont des divergences apparentes, mais fondamentalement, c'est le même problème. Merci à vous, Monsieur Aïssi. Votre commentaire, observation, analyse après cette sortie du capitaine président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Docteur Yamtimba. Ah, vous avez dit Aïssi? Non, à vous. À vous, désolé. Ok. Oui. Ben, écoutez, je pense que le capitaine, il reste droit dans ses bottes et il fait le même appel à son peuple. Il mobilise les troupes. C'est un soldat. Oui. C'est vraiment un soldat, c'est un officier qui mobilise ses troupes en permanence, qui maintient le moral, qui encourage et qui, en tant que chef d'État, veille à apporter le maximum qu'il peut, que le pays peut à son armée. La question de la souveraineté et de la liberté en Afrique, compte tenu justement du contexte géopolitique dont nous parlions précédemment, n'est plus une question individuelle, n'est plus une question d'un État. D'un État particulièrement. Non, en particulier, ce n'est plus possible. D'ailleurs que, fondamentalement, l'Occident, l'Europe nous a défait ensemble, nous devrions nous relever ensemble. Parce que quand ils ont fondu sur nous, que ce soit pour la traite négrière ou que ce soit pour la colonisation et le néocolonialisme aujourd'hui, ils l'ont fait en un front uni. Et ils sont donc assez forts comme ça pour pouvoir s'assurer que personne ne relève les mains. Et vous voyez que pendant qu'ils sont dans cette union, ils s'assurent que nous sommes le plus divisés possible. Et je crois que c'est ce que Aïssi est en train de dire, et je crois que c'est ce qui vous préoccupait précédemment. Il est évident qu'aujourd'hui, le Burkina Faso ne peut pas assurer sa sécurité tout seul. C'est impossible. L'AES n'y parviendra pas forcément. Ils peuvent tenir, essayer, mais ça reste encore très petit. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on a 2 millions, presque 3 millions de kilomètres carrés de superficie qu'on est puissant. Ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'aucun de ces pays ne fabrique des armes, aucun de ces pays n'a de puissance économique, aucun de ces pays n'a l'autosuffisance alimentaire, aucun de ces pays n'a le contrôle sur l'essentiel des formations techniques, scientifiques et des sciences humaines et sociales nécessaires pour la conduite de leurs affaires et de leur sécurité, parce qu'aucun de ces pays, même l'AES réunie, n'a la capacité aujourd'hui de surveiller de façon efficace son territoire. Quand nous prenons en considération tous ces paramètres, eh bien, je crois que l'unité de l'Afrique, l'appel à l'unité de l'Afrique n'a jamais été aussi pressant. N'a jamais été aussi pressant. Et nous devons donc, dans tous les cas, travailler à ce que l'Afrique s'unisse. Naturellement, dénoncer les risques, c'est le travail d'un chef d'État. Il y a tel risque, mais surtout travailler à formuler et à implémenter des réponses à ces risques-là. Il le fait à son niveau. On voit des projets quand même qui sont... Des choses qui sont là, qui sont faites de façon concrète. Des résultats sont sur le terrain, sur le plan sécuritaire, etc. Mais en même temps, la base sécuritaire de l'Afrique ne pourra pas être assurée de façon durable grâce à une aide ou un appui extérieur. C'est aux Africains de construire les outils pour consolider cette base-là. D'abord la construire, l'étendre jusqu'aux limites du continent et s'assurer d'avoir les moyens de la maintenir. Et cette base sécuritaire est essentiellement fondée sur l'industrie. La Russie ne fait pas échec aux 44 pays de l'OTAN en Ukraine parce que la Russie a beaucoup d'amis. Mais c'est parce qu'elle peut produire des orechniks. C'est pour ça. Il n'y a pas une autre raison. À partir du moment où on a dit ça, la question devient quelle industrie de l'armement avons-nous au Burkina? Quelle industrie de l'armement avons-nous dans l'AES? Quelle industrie de l'armement avons-nous en Afrique? Et l'industrie de l'armement, attention, pour produire même un simple fusil, c'est un conglomérat d'industries.
C'est pour cette raison que le complexe militaro-industriel aux États-Unis est quelque chose d'extrêmement important, et c'est ce complexe militaro-industriel qui a relancé l'industrie russe lorsque Poutine est arrivé au pouvoir. Parce que ça prend dans tous les domaines, et ça permet donc de faire vivre et de relever tous les autres facteurs. Mais il faut qu'à terme, dans une planification très fine, on arrive à autonomiser les industries pour que le complexe militaro-industriel ne devienne pas un ogre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une économie organisée pour fournir uniquement le complexe militaro-industriel. Sinon, vous risquez de devenir un pays belliqueux. C'est ce que les États-Unis sont devenus. Donc, vous devez avoir un complexe militaro-industriel qui a la capacité de porter. C'est ça qu'on appelle les industries structurantes, en fait. C'est de porter donc d'autres secteurs, et ces secteurs-là vont à terme s'autonomiser. Vous pouvez, pour l'armée, vous devez avoir du textile. Il faut habiller l'armée. Il y a des chaussures, il y a toutes ces choses, des accessoires, les ceintures, les boutons. Vous voyez que c'est différentes industries. Pour les véhicules de l'armée, vous avez tout ce qui est lié au caoutchouc, vous avez tout ce qui est métallurgie, vous avez tout ce qui est électronique, vous avez les télécoms, vous avez beaucoup d'autres choses. Donc, vous avez tout ça. Et pour les armes, vous avez la chimie, la physique, vous avez beaucoup de choses. Donc, au fond, une industrie, la sécurité ne peut pas être faite autrement que si vous avez ça. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cette base industrielle qui vous donne les moyens de construire les armes grâce auxquelles vous pouvez vous protéger, vous ne pouvez pas vous protéger pour assurer votre sécurité. Et à côté, vous devez avoir un travail de recherche, la formation, l'éducation, une formation de qualité pour être capable, comme l'Iran et l'AES, c'est à peu près la même population, autour de 100 millions. Mais l'Iran a fait 454 000 ingénieurs l'année dernière. Je ne suis pas sûr que l'AES en a fait 5 000. Je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, vous voyez que pour produire tout ce que l'Iran peut produire et se protéger aujourd'hui, il lui faut énormément d'ingénieurs. Si vous avez 454 000 ingénieurs, vous avez combien de scientifiques? Vous avez combien d'étudiants? Et je vous coupe pas, mais on rappelle peut-être dans ce sens qu'il y a des échanges de formation, effectivement, dans ce sens, formation des ingénieurs. Oui. On voit des étudiants, des jeunes, entre autres burkinabés, si je prends le cas du Burkina Faso, aller se former du côté de la Russie, en tout cas. Oui, il faut que ce soit ça encore, ce n'est que pour construire la base à partir de laquelle on va faire vivre. Parce que votre développement, et pire encore, votre industrie, votre sécurité ne peut pas dépendre de quelques bourses d'études. Ouais. Vous devez former des gens qui reviennent et qui eux, bien sûr, ça doit être des formateurs. En fait, vous formez, on appelle ça la formation des formateurs. Il y a des formateurs que vous formez qui viennent donc et qui vont former localement. Oui. Donc, mais ça pose un problème de ressources à ce moment-là. L'AES, c'est autour de 65-70 milliards de dollars de PIB, 75 milliards de dollars de PIB à peu près. Si vous avez 75 milliards de dollars de PIB, c'est beaucoup et très peu. Parce que vous avez 3,5 millions de kilomètres carrés, il faut nourrir à peu près 80 millions d'habitants, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut que vous puissiez les soigner, il faut que vous puissiez les loger. Tout de suite, vous vous rendez compte que 75 milliards de dollars, ce n'est pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à la fois de nouvelles techniques telles que celles que nous avons présentées ici tout à l'heure parlant de la CEMAC, mais il faut également, étendre cela. Parce que le terrorisme, ce qu'ils appellent le terrorisme, le mercenariat international qu'il y a par exemple dans la zone du Sahel, est tel que les trois armées de la Confédération, au fond, elles sont extrêmement efficaces, elles sont aujourd'hui des armées déterminées, c'est pour ça qu'on a des résultats, mais sur le long terme, est-ce que ces armées peuvent tenir ? Parce qu'il s'agit aussi de faire de la projection des capacités de ces armées-là. Si ces armées pompent l'essentiel des ressources des pays, on ne pourra pas former. On ne pourra pas former. On ne pourra pas nourrir, on ne pourra pas éduquer, on ne pourra pas vêtir, on ne pourra pas soigner. Donc il faut créer des conditions telles que l'armée ne pompe pas l'essentiel des ressources des pays. Et que l'armée devienne également une industrie. C'est pour ça que l'industrie de base, c'est le complexe, parler de complexe militaro-industriel, c'est important. Et ça permet donc à l'armée de participer au PIB. Parce que si vous imaginez l'État comme une sorte de grande entreprise, c'est beaucoup plus facile à expliquer.
Mais si vous l'imaginez, l'État tel que les Français l'ont appris ici, là, dans la brousse de la CEMAC, vous ne pouvez pas imaginer que l'armée puisse être productive. Mais si vous l'imaginez autrement, dans des pays comme l'Égypte, l'armée, c'est une grosse industrie, aux États-Unis et un peu partout, vous comprenez fort bien que, en réalité, vous faites de l'armée un outil qui à la fois pompera forcément beaucoup de ressources, mais en produira devra en produire davantage. Et le capitaine, dans ce qu'il dit, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est qu'on a un problème. Et ce problème, il faut trouver les solutions. Ouais. Et les solutions à ce problème-là sont des solutions systémiques. Ce n'est pas des solutions de quelques petites réformes. Ce n'est pas parce que vous allez importer... Vous n'avez pas passé votre vie à importer de l'armement. Ceux qui les produisent peuvent être confrontés à un certain nombre de problèmes et vous ne livrent pas. Tout à fait. Et vous pouvez vous retrouver, la situation géopolitique peut changer. Vous faites comment? Effectivement. Donc, il est important aujourd'hui de créer cela. Et le meilleur moyen de le faire, c'est par exemple d'avoir les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Vous aurez 450 millions d'habitants. Vous aurez un PIB de l'ordre de 1200 milliards de dollars. Oui. À ce moment-là, vous pouvez atteindre ce qu'on appelle le seuil critique en termes de... Et vous réorganisez si vous avez 450 millions d'habitants, le minimum, c'est de pouvoir faire ou donner un programme sur 10 ans pour que vous atteigniez 500 000 ingénieurs là. Parce que si vous n'avez pas autant d'ingénieurs et autant de techniciens, de scientifiques à côté, vous ne pouvez pas développer votre pays. Il ne faut pas vous tromper. Et vous ne pouvez pas vous défendre. C'est impossible. Et la première chose en matière de défense, ce n'est pas l'armée. La première chose en matière de sécurité nationale, c'est que les gens aient à manger. Il faut que les gens mangent. C'est pour ça que je vous dis, j'aime bien les actions que mène ce capitaine, parce que vous avez bien vu qu'il parle tout le temps de l'armée, mais il va quand même dire, allez faire de l'agriculture. Oui. Parce que et c'est ce que Sankara a fait. Oui. C'est ce que Sankara, en 4 ans, le Burkina était devenu autosuffisant sur le plan alimentaire. Donc, si les gens ont de quoi manger, vous pouvez être sûr que, parce que on dit la bouche qui mange ne parle pas. Et on dit que le qui a un ventre affamé n'a point d'oreilles. Là, on aura donc des ventres pleins qui auront des oreilles. Les gens pourront écouter et les gens pourront travailler dur pour changer leur situation. Et avoir cette force de défendre. Mais bien sûr, parce qu'ils se diront, mais nous sommes dans un pays qui nous apporte, qui nous permet de vivre convenablement. Donc, à partir du pays, nous devons défendre ça. Et c'est ça. Et si vous commencez dans ces extensions, l'Afrique de l'Ouest, les États-Unis d'Afrique de l'Ouest, les prédateurs extérieurs auront peur de vous. Tout à fait. Vous croyez que le lion s'attaque aux zébus? Vous croyez que le lion s'attaque à... comment s'appelle cet animal qui a... Non, pas le buffle. Qui a l'espèce de... qui a une grosse corne comme ça, là. Le rhinocéros. Le lion ne peut pas s'attaquer au rhinocéros. Trop gros pour qu'on s'attaque à lui. Trop gros. Et donc, du coup, nous je le dis toujours, nous sommes des animaux. Nous pensons là que comme nous avons les roues, nous avons les caméras là et tout ça, nous ne sommes plus les animaux. Non, observez la nature. À chaque fois que vous observez la nature, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de stratégies qu'on peut mettre en place. Le seul moyen pour les lions de manger du buffle, c'est de l'attaquer en meute. C'est le seul moyen. Mais dire qu'une famille, parce que le lion marche souvent, monsieur et madame, vont aller s'attaquer à un buffle, ça n'arrivera pas. Ce d'autant plus que c'est la femelle qui chasse. Le mâle ne chasse pas. Donc nous devons comprendre que ce qui se passe, ce que le capitaine dit, c'est beaucoup plus dans le sens vraiment d'interpeller les Africains à comprendre qu'on a un problème. Et ce problème ne peut être résolu que collectivement. Mais que nos armées sachent, toutes les armées africaines qui sont loyales et celles qui vont dans le sens de la préservation ou du combat pour notre liberté, notre souveraineté, qu'elles reçoivent ici nos encouragements et nos remerciements. Merci à vous, Dr Yamtimba. Nous avons encore quelques minutes et nous allons les consacrer à nos téléspectateurs. On va essayer de faire le maximum, de prendre le maximum. On va être précis et concis également, chers téléspectateurs. En 1-2 minutes, on dit l'essentiel et ensuite, voilà, on prendra d'autres jusqu'à la fin parce que nous avons encore environ 10 minutes. Donc, on pourra consacrer cette dizaine de minutes à nos téléspectateurs. Le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68 ou simplement par Skype For You TV. Monsieur Kofi en Côte d'Ivoire, bonjour. Allô?
Allô? Ok. Marion Lachike, bonjour. Bonjour. Bonjour, Dr. Nyantimba. Bonjour, Monsieur Albert. Bonjour aux techniciens, le standard, bonjour. Marion Lachike, sur le sujet d'introduction, vraiment, en écoutant le Dr. Nyantimba et Monsieur Albert ici, j'ai totalement avalé ma langue. J'ai totalement avalé ma langue parce que quand j'ai écouté tout l'exposé, en tout cas, je n'ai rien à dire à ce sujet-là. Mais la seule chose que je voulais dire aux 6 présidents de l'Afrique centrale, là, de la CEMAC, s'ils prononcent notre dévaluation, je vois certains pouvoirs qui vont chuter. Parce que la population a trop souffert. Et accorder à notre dévaluation, d'autres présidents vont laisser leur pouvoir. D'autres présidents vont laisser leur pouvoir. Parce que quand j'ai écouté le docteur Nyantimba, j'ai écouté M. Albert ici, sur ce sujet-là, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. En complétant, je suis en train de mentir. Mais la seule chose que je vois, si ces 6 présidents-là accordent une autre dévaluation, d'autres vont perdre leur pouvoir. Quand je finis de dire ça, ce que le président Ibrahim Traoré a dit là, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, à peu près 85% de la jeunesse ont le soutien total de ces 3 présidents-là, c'est-à-dire Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le président Tiani. Je vous appelle de la Côte d'Ivoire, je suis fils de la Côte d'Ivoire. Mais je vous assure, Maniela, que si l'impérialisme attaque le Burkina, il montre son vrai visage pour attaquer le Burkina. Moi, je vais au Burkina, je prends arme pour défendre l'Afrique. Parce que le Burkina, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Le Burkina, le Mali, le Niger, c'est l'Afrique. Le temps Thomas Sankara, nous étions encore petits. Beaucoup de la jeunesse, les jeunes ne comprenaient rien dans la politique, ne comprenaient pas ce qui veut dire que se soutenir et se libérer. Aujourd'hui, le monde sait qu'il faut se soutenir pour se libérer. Donc, vraiment, le capitaine Ibrahim Traoré a notre soutien total. A notre soutien total. Si l'Occident se présente à Maniela Sike, on va partir. On va partir. Donc, Ibrahim Traoré n'a pas parlé seulement pour la population burkinabé, a parlé à toute la population de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général. Donc, ces 3 présidents-là, de Goïta, Tiani, Ibrahim Traoré, sont vraiment nos étoiles, sont vraiment nos soleils. Voilà. Donc, pour le moment, comme la guerre est cachée, on ne peut pas aller s'inscrire. Mais quand l'Occident va se taper la poitrine, nous allons partir, nous inscrire, nous enrôler dans l'armée burkinabé pour défendre l'Afrique. D'accord. C'est ce qui va se passer. Donc ce matin, je voudrais vous saluer. Maniela Sike soit salué. Les techniciens, soyez salués. Le standard, soyez salués. Docteur Nyantimba, soit salué. Monsieur Albert ici, soyez salué. Mais docteur Nyantimba, moi j'ai trop peur pour toi. Pour ne pas aller manger dans les restaurants appartient aux étrangers au Cameroun. Pour ne pas aller manger dans les restaurants appartient aux Occidentaux au Cameroun. Parce que tu es une bibliothèque pour nous. Tu es un monument pour nous. Vraiment, voici tout ce que je peux dire ce matin. C'est M. Kofi depuis la voix. On est ensemble et la victoire, on l'a gagnée. Et je pense qu'on l'a gagnée. Merci à vous, M. Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Je crois qu'on a Zerfel en Allemagne cette fois-ci. Allô? Ouais, bonjour. Bonjour, M. Zerfel. Parce que vraiment, on est nombreux et puis vraiment, ça traîne là. Moi, ça m'énerve. Parce que, comment dirais-je, le sujet est tellement important qu'il y a des milliers de personnes qui appellent. Voilà. Parce que, comment dirais-je, moi, le premier sujet, ça m'a tellement intéressé, c'est pourquoi j'appelle. Oui. Parce que, c'est que, comment dirais-je, les deux sur le plateau, d'abord, je vous salue parce que c'est très énervant, excusez-moi.
Parce que, comment dire, ce que vos invités ont dit ce matin, c'est tellement important pour tous les Africains. Parce que ce n'est pas le moment de s'amuser sur ce qui concerne la nourriture, l'agriculture. Quand on parle de l'agriculture, c'est, comment dire, le point clé, comment dire, de tout être vivant sur la terre. Parce que c'est ça, nous mettons de côté tous les jours, c'est pourquoi les Européens et les Occidentaux font le malin sur nous. Parce que quelqu'un ne peut pas être, quitter chez lui et puis va venir te nourrir. Il va te nourrir dans quel sens? Parce qu'il va te nourrir pour que tu puisses avoir la faim, pour ne pas que tu puisses réfléchir correctement. Or que nous, on peut se nourrir correctement sans qu'on regarde ces missions. Ce que vous avez dit ce matin, moi je suis tellement content que c'est que surtout le docteur Yassiba, il a dit, parce qu'il a parlé des choses qui sont très choses, c'est-à-dire sérieuses et qui gangrènent toujours la population africaine. La santé. Regardez comment nos soeurs et nos mères et nos mamans meurent dans les hôpitaux. À cause de quoi? À cause de ces choses, des hôpitaux qui ne sont pas équipés. Parce que cet argent est attroyé quelque part qui n'a rien à foutre là-bas. Regardez comment dire, moi je vais vous donner un exemple en Côte d'Ivoire. Allez-y en Côte d'Ivoire pour dire que vous cherchez les bananes douces. Avant, sur la Côte d'Ivoire, nous on produisait, on n'avait pas comment dire, des sociétés, il y avait des sociétés françaises qui produisaient la banane, mais l'Ivoirien produisait aussi des bananes et douces. Aujourd'hui, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas acheter une banane. Tu ne peux pas acheter ces bananes. Parce qu'on te vend des choses, comment dire, 3 doigts à 500 francs. C'est que toutes ces productions-là, ils envoient chez eux là-bas. Ok, ils produisent ces bananes sur notre terre et ils prennent ça pour envoyer. Et encore, ils ne payent pas des choses, des impôts et ils nous mettent dans la faim. Oh, parce que nos dirigeants leur permettent d'avoir ces contrats et ces terres-là gratuitement pour planter ces choses-là. Moi, vraiment, il faut que vous mettez l'accent sur ce qui est l'agriculture, pour que tous les Africains soient sensibilisés dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre pour que un Européen vienne nourrir un Africain sur son territoire, ni un Chinois. Parce que le Chinois, lui, c'est-à-dire que quand vous regardez les vidéos en Asie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit coin de terre qui n'est pas occupé par quelque chose, comment dirais-je, des légumes ou quelque chose pour que le peuple se nourrit. Tout est occupé parce qu'ils en ont besoin. Ils n'ont pas besoin de venir en Afrique pour acheter de la nourriture pour envoyer chez eux. Parce qu'ils ont des terres, ces petites portions de terre là, ça nourrit les familles là-bas chez eux. Or que nous, on a des terres arabes bien riches. On braque ça aux étrangers et qui prennent ça pour aller nourrir les populations et nous restons dans la faim. C'est pourquoi moi, je parle toujours de l'agriculture, que vous puissiez vraiment mettre ce programme-là un peu dans votre programme, un jour, pour qu'on parle toujours de l'agriculture, pour que nos dévanciers là, puissent prendre ça en considération. Sinon, ce n'est pas des bras qui manquent ou des hommes qui manquent pour faire de l'agriculture. C'est l'homme qu'on a confié et c'est qu'on a la vie des milliers de personnes, c'est lui qui ne s'intéresse pas. Il faut que nous sensibilisons ces messieurs-là pour qu'ils changent leur manière de se faire et de faire. Parce que je ne vais pas parler d'autres, le deuxième programme, parce qu'il y a des gens qui attendent. Je vais m'arrêter là. Parce que vraiment, je vous remercie. Je vous remercie d'abord les deux invités sur le plateau, parce qu'ils ont tout dit, ce qui concerne l'agriculture et la santé de nos parents. Merci. Merci à vous, Monsieur Zerfel. Le Standard, on aurait dû prendre notre téléspectateur du Texas. Vous savez qu'avec le décalage horaire, quand même, c'est beaucoup de sacrifices lorsque nous avons un téléspectateur. Oui, on peut faire ce sacrifice, le Standard. On peut faire ce sacrifice. Lorsque quelqu'un appelle quand même des États-Unis avec le décalage horaire, on imagine quelle heure il fait là-bas. Malheureusement, toutes nos excuses, chers téléspectateurs. D'accord, le Standard va essayer d'avoir pour lui, vraiment pour lui, on imagine quelle heure il fait de ce côté-là pour qu'il puisse nous avoir.
on va permettre, le standard nous permet, en tout cas la réalisation nous accorde quelques minutes pour avoir notre téléspectateur. Merci à la réalisation. Voilà, merci beaucoup Mbok, merci à la réalisation de nous permettre d'avoir notre téléspectateur. Allô? Oui, bonjour Madame Mantasike, c'est Delano depuis les États-Unis. Bonjour monsieur, on vous écoute, bienvenue. Oui, je vais comme ça saluer votre plateau, spécialement le docteur Yamtimba et sans oublier Triple A et les techniciens aussi. Bon, j'ai écouté tout le développement que vous avez eu à entreprendre durant l'émission et j'avais une question principale pour le docteur Yamtimba. Moi, j'ai quitté le Cameroun depuis 2014. J'ai fait des études aux États-Unis et j'y travaille aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de visiter le Cameroun il y a de cela 3 mois et j'ai eu l'impression que quand on avance dans le monde, le Cameroun, lui, il recule. Et je vais assumer que c'est le cas pour toute l'Afrique. Alors, quand on trouve des situations ainsi sur place, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que nous, on fait pour leur venir en aide? Parce que si on se balade là, ci et là pour donner, je ne sais pas, des sommes d'argent aux individus, ils vont se retourner manger et puis continuer à demander. Mais quelle est la stratégie que nous, enfants africains de la diaspora, on peut trouver pour soit lever des fonds qui nous permettront d'investir au Cameroun et puis dans un cas général en Afrique, ce qui permettra à nos frères qui sont toujours en Afrique d'au moins atteindre la suffisance alimentaire, sans toutefois être fauchés par les pouvoirs coloniaux qui sont sur place. Parce que c'est ça la grande inquiétude. Quand vous arrivez dans un pays comme le Cameroun, on vous dit, il faut faire vite, tu pars, il ne faut pas qu'on te voie. Bon, c'est très inquiétant. Du coup, quand on arrive, on est, non seulement on est frustré par l'état du pays, mais on est confus. Comment est-ce qu'on leur vient en aide? C'est quoi la stratégie qu'il faut adopter? Et pour finir, je sors par là. J'ai eu l'occasion de personnellement rencontrer le docteur Yamtimba et je veux profiter de l'occasion pour lui dire merci de m'avoir rencontré et que j'ai vraiment apprécié notre discussion. Et j'espère qu'on va continuer à entreprendre de bonnes relations pour trouver des solutions ou peut-être des propositions pour pouvoir venir en aide à notre continent. Comme il a dit, la lutte de l'Afrique concerne tous les Africains. Madame Siké, merci d'avoir pris mon appel et je vous souhaite une bonne continuité de votre émission. C'est nous qui vous remercions, cher monsieur, d'avoir appelé, d'être passé par ici ce matin. Malheureusement, nous n'avons plus du temps. Je crois qu'on aura peut-être notre espace pour revenir là-dessus. On a dépassé le temps, voilà, pour cette émission. Merci en tout cas, cher monsieur. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à nos invités de ce matin. Merci à la réalisation, à l'équipe technique pour cette autre production de For You Matin sur For You Media Africa. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une très belle matinée. Restez en compagnie de nos programmes.